Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 15 avril 2025 et c'est l'épisode 407. L'exposition universelle d'Osaka ouvre ses portes entre futurisme et sensibilité humaniste et environnementale. On va regarder ce que cette vitrine mondiale nous apporte pour la tech. Côté géopolitique, économique, les annonces de Donald Trump sur les droits de douane ont pris une tournure digne d'une série à rebondissements, une mauvaise série je dirais même, avec des coups d'éclat et des pauses surprenantes. On parlera aussi de cette tendance inquiétante chez certains acteurs de la tech à vouloir s'émanciper des contraintes de la propriété intellectuelle qui bat encore des nouveaux records. Et puis bien sûr les usages de l'IA qui continuent d'évoluer, OpenAI qui sème quelques petites annonces intéressantes cette semaine pendant que l'équivalent de la CNIL en Irlande lance une enquête qui vise XAI avec Grok. On va parler aussi des guerres dans le domaine du matériel, notamment celle des box internet en France d'un côté, et puis aussi l'actualité concernant les casques de réalité mixte et les lunettes connectées qui pourraient bien ne faire que commencer. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve l'une des voix que vous avez l'habitude d'entendre dans Tech Café, c'est le journaliste tech et gaming de Frandroid, Cassim Montilla. Salut Cassim, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien même. Bon, tu m'as porté malheur, je dois quand même te pointer du doigt, puisque on utilise Kamit depuis la semaine dernière pour enregistrer les épisodes de podcast. On n'attend pas la fin de Skype, donc ça marchait très bien avec Sylvie qui confirmait l'enregistrement. On en a parlé la semaine dernière avec Guillaume Foggiaspala. Et là, tu m'as dit... moi, la dernière fois que j'ai testé Kamit, j'ai eu un souci, c'est que ça me disait que tous les enregistrements étaient pris. Et alors, depuis tout à l'heure, j'essaye et ça continue. Donc, peut-être que c'est toi, Cassim, qui bloque tout ça. C'est pas bien. Il faut que tu libères un peu le service d'Infomaniac. Avant qu'on parle de tech, quelques messages. D'abord, pour remercier chaleureusement les personnes qui se sont abonnées sur Patreon. Vladimir Totolidis, Romain Leclerc, qui sait, alors si t'es abonné, désabonné, réabonné, tu es de retour. Piradix, Fred Rod, Arnaud Velten, Tastaco et un Guillaume dont clairement on peut souligner la grande qualité du pseudonyme. Je vois que l'abonnement annuel sur Patreon a beaucoup d'intérêt pour vous, donc merci beaucoup de l'utiliser comme solution de soutien. Merci aussi à vous de déposer des avis sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict ou même sur Spotify. Il y a Zalo qui a déposé un commentaire sur Podcast Addict. Il a dit « Tech Café, c'est mon rendez-vous hebdo immanquable, passionné de tech. J'y trouve une actu riche expliquée avec recul et humour. L'ambiance est top, j'ai l'impression d'être avec des potes. Mention spéciale, dit-il à Guillaume Foggiaspala pour son humour décapant et aux visiteurs qui enrichissent l'émission. Merci pour la qualité, la pertinence et la bonne humeur. Merci beaucoup à toi, Zalo. Commentez également sur techcafé.fr. Il y a un article qui sort à chaque parution d'épisode avec tous les liens vers les articles qui nous ont permis de construire le conducteur. Vous pouvez y apposer votre commentaire et discuter aussi entre vous et avec nous sur Discord, techcafé.fr/Discord, et vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Au passage, juste avant qu'on aborde donc les news et notamment cette expo universelle d'Osaka, je voulais juste réagir à une mention que j'ai eue sur Blue Sky de Michel qui intervient dans le domaine de la com et probablement de la com visuelle et qui a mentionné Tech Café dans un article puisqu'il parle du fait qu'on avait mentionné le rebranding d'OpenAI avec un logo qui n'avait pas énormément évolué. On avait critiqué un petit peu, c'était facile, le fait que OpenAI avait changé son logo, mais qu'il n'avait pas tant changé que ça. Et il est revenu sur cette espèce de perception qu'on a assez facilement, et je suis d'accord avec lui, pour avoir travaillé des années dans la com, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément. Parfois, on se dit, waouh, ils ont dépensé des millions juste pour un logo. Petite parenthèse, on ne connaît pas le coût du changement de logo d'OpenAI et des évolutions de l'identité parce que ça a été fait en interne et puis on peut pas vraiment les chiffrer. Mais c'est vrai qu'on a toujours cette perception de, waouh, on a dépensé des millions pour changer un logo et en fait, c'est un peu réducteur. En général, on parle de plus qu'un logo. Il y a toute une identité, tout un travail graphique qui a du sens, qui en tout cas se veut avoir du sens. Même si au premier abord, on a l'impression que c'est juste des carrés et des ronds avec des couleurs, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière et c'est aussi ce qui explique ce coût. Je vous mettrai le lien vers son article via une newsletter qu'il met à disposition et qui revient sur justement cette perception qu'on peut avoir, nous, en tant qu'utilisateurs, de certaines identités qui sont un peu démesurées dans leur mise à jour. J'en profite aussi pour mentionner que sur Discord, là, c'est assez cool. On est en train de discuter sur comment considérer notre responsabilité écologique
sur la génération d'images par IA, hein. Vous savez, on fait écho à l'affaire des images à la Ghibli sur ChatGPT, qu'on a tous envie de faire, ou même les starter packs de jouets de nous-mêmes, en ayant en tête, malgré tout, l'enjeu écologique. Donc voilà, ça fait partie des discussions qu'on a. On discutait juste avant l'enregistrement avec Cassim des alternatives aux services américains. Il faudra peut-être qu'on en reparle à l'avenir, ça. C'est intéressant. Allez, sans autre forme de procès, Cassim, il faut qu'on parle un petit peu de cette expo universelle d'Osaka qui a commencé avant-hier, au moment où on enregistre, et qui dure jusqu'au 13 octobre 2025. Pour les chanceux qui pourront aller cette année au Japon, il y a eu plusieurs, évidemment, expositions universelles marquantes, et puis surtout des annonces qui ont été faites durant les expositions universelles, des présentations qui sont installées dans notre quotidien. On peut citer celle de 70 où il y avait eu les tapis roulants, les baignoires ultrasoniques qui lavaient le corps à notre place. Donc, vous voyez que selon les cas, il y avait des inventions qui se sont installées et d'autres pas. Concernant les tapis roulants, il y avait même la rue de l'Avenir en 1900 qui allait à 3,5 km/h, probablement plus fiable que le tapis roulant de Montparnasse. Il y a eu le téléphone et le ketchup, Cassim, en 76 à Philadelphie, l'éclairage public électrique en 84, la Tour Eiffel, évidemment, en 89, et le cellophane en 39. Il y a plusieurs moyens de lister ces innovations. C'est assez cool de voir qu'elles sont présentées dans des expositions universelles qui sont des marqueurs des temps et d'innovation. Et donc là, on a pour la première fois une expo universelle qui va avoir lieu sur une île artificielle. C'est l'île artificielle de Yumeshina, qui signifie l'île des rêves. C'est plein de promesses et plein de poésie. Sous l'angle des technologies de l'avenir et de la concorde, et même de manière plus ambitieuse, l'Expo universelle est positionnée sur l'exposition de la mer, du ciel et de la terre, alors qu'évidemment, vous le savez, les conflits inquiètent plus que jamais dans le monde entier. La Russie ne participe pas, l'Ukraine y participe, elle. Ils ont 18 innovations, objets qui sont présentés, notamment des casques qui servent à réparer des installations électriques, des bateaux de secours. Il y a un panneau, pour la petite anecdote, pas à vendre sur la stand, sur la partie pavillon de l'Ukraine. Je crois qu'il y a peut-être d'autres pays et d'autres territoires qui devraient aussi mettre ce panneau. Alors, on va faire un focus sur quelques innovations. Alors, déjà, une innovation en tant que telle, c'est le grand anneau, le grand ring, qui est un anneau de 600 mètres de diamètre en bois qui s'inspire, dit-on, des techniques traditionnelles d'assemblage du Japon. Il est plus grand que l'anneau du siège d'Apple, ça vous donne une idée. Et en fait, c'est même la plus grande structure architecturale en bois qui a été créée. Il n'est pas question que la totalité de l'architecture soit conservée dans le temps. On verra au final ce qu'il en reste. On peut parler aussi de Maoroba. C'est un bateau à hydrogène qui est sorti l'an dernier, qui transportera les visiteurs entre Osaka et l'île où a lieu cette exposition universelle. 150 personnes à la fois sur ce bateau à hydrogène. Et puis on a plusieurs petites innovations japonaises qui sont mises en lumière, notamment à l'occasion de cette ouverture. On va en citer quelques-unes. Il y a Yellow Duck, par exemple, qui s'appelle comme ça parce que c'est vraiment l'image du petit canard jouet flottant jaune. Et il a, lui, comme vocation d'être une centrale électrique. Alors, ils ne sont pas tous dans des petits canards jaunes, hein, mais il y a certains qui sont flottants dans des bouées canards jaunes. Ça permet d'ailleurs de les repérer pour les bateaux. Donc, l'idée, c'est des centrales électriques qui exploitent l'énergie créée par les vagues de l'océan. Et puis, ça fait de l'électrolyse de l'eau de la mer pour en faire de l'hydrogène. Ça capte le CO2 de l'atmosphère. Il y a des prototypes qui sont encore un peu petits, mais ils envisagent de faire des versions plus grandes. Gros intérêt, évidemment, hein, c'est qu'on peut l'utiliser partout dans le monde. Enfin, en tout cas, partout là où il y a des vagues, hein, évidemment. On a aussi les micro-algues. Alors, est-ce qu'elles seront nos alliés du futur? En tout cas, ça se présente être des solutions face aux pénuries alimentaires et des alternatives aux énergies fossiles. Ça exploite la photosynthèse et on peut produire comme ça une quantité assez importante de biomasse ou de matière organique, en tout cas des glucides, des lipides, des protéines. Ça permet de faire là aussi de l'absorption du CO2, ça n'a pas besoin de sol et ça nécessite, contrairement à ce que je pensais au premier abord, moins d'eau que d'autres cultures. On peut même en faire dans le désert pour faire du carburant, du plastique, de la cosmétique, des peintures, de la nourriture. Et c'est déjà en production dans une usine, notamment en Malaisie, avec des structures sous forme de panneaux. Ils ambitionnent de faire 10 millions d'hectares de ces usines de production de micro-algues d'ici 2050.
Ils sont tellement fiers qu'il y a des murs entiers d'Hello Kitty déclinés sous les 32 formes différentes d'algues à l'accueil du pavillon du Japon. Ça donne envie. On a du verre qui capte l'énergie solaire. Donc, c'est des cellules solaires transparentes qui capturent la lumière infrarouge. Ça représente la moitié de l'énergie solaire qui ne peut pas être captée par des panneaux habituels. Donc ça, c'est plutôt cool. On pourrait remplacer, tu vois, les verres des bâtiments et des grands immeubles par ce type de verre pour capter de l'énergie. En plus, ce qui est bien, c'est que ça isole un peu de la chaleur. L'été, ça réduit de 3 degrés la chaleur qu'il peut y avoir dans une pièce distille. On a aussi, alors un truc qui, moi, je suis un peu plus dubitatif sur l'usage, mais des ultrasons qu'on peut toucher. Donc en gros, ils ont l'air super fiers de ce truc au Japon. En gros, l'idée, c'est de produire un son qui est audible uniquement à ceux qui en font l'expérience. Et puis, ça peut simuler le fait que tu touches des objets comme ça dans l'air. Donc, ça permet de donner corps quelque part à des espèces d'hologrammes. C'est rigolo. Une autre innovation, c'est la bioluminescence sur des plantes. Alors, ils le font beaucoup avec des plantes de tabac. Parce que c'est facile à propager. A priori, c'est peut-être plus facile à propager que les mauvaises plantes, que les mauvaises herbes que j'ai dans ma cour. Mais ils arrivent à les rendre, ces plantes de tabac, bioluminescentes grâce à des gènes de champignons. On peut imaginer demain avoir des peupliers qui éclairent les rues comme ça, donc à l'intérieur de nos rues dans les villes. Ça ferait un petit effet à la Elden Ring, ce serait cool. Il n'y aurait plus d'éclairage public, ce seraient les arbres qui éclaireraient. Je ne sais pas si ce serait plus inquiétant ou poétique, je ne sais pas. On a aussi un truc qui est assez bluffant, c'est un cœur miniature de 3 centimètres qui bat vraiment dans son flacon, comme ça, poup, 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 poup. Il est constitué de 100 millions de cellules souches, il est en démo, mais en fait, surtout, donc il bat vraiment là, sous nos yeux, à travers du verre, et on pourra l'observer. Mais surtout, l'idée, c'est de pouvoir faire avec les cellules souches, au même titre que ce cœur artificiel, des patchs pour le cœur. Ils ont déjà soigné une petite dizaine de patients. Et ils ambitionnent évidemment de répandre ça de manière assez conséquente pour soigner les maladies cardiovasculaires. Ils ont comme mascotte, tu l'as deviné, Astro Boy en haut du pavillon. Ils nous retentent le coup de la baignoire technologique de 1970 avec une nouvelle techno de microbulles pour laver sans savon avec... Tu t'y attendais, j'imagine, de l'IA, bien entendu. En fait, le besoin a l'air d'être plus pertinent que jamais parce que, évidemment, le Japon, mais comme partout dans le monde, il y a une population qui est vieillissante, qui perd en autonomie. Et donc, si on peut se laver sans effort, écoute, tant mieux. Et puis, tu t'en doutes, Japon veut aussi dire des robots qui vont guider les visiteurs, répondre à des questions en plusieurs langues. Il y aura peut-être plein d'autres choses sur lesquelles on pourra s'attarder à l'avenir. Est-ce que tu avais regardé un petit peu le lancement de cette exposition universelle, Cassim ? Est-ce que ça te donne envie d'aller au Japon pour voir ça de tes propres yeux ? J'aurais bien aimé, surtout que moi j'ai jamais vu d'exposition universelle. Donc j'avoue que j'aurais été assez curieux de pouvoir y assister. Bon, c'est pas prévu, hein, sauf surprise. Avis à des soutiens, à des personnes qui écoutent le podcast, s'ils ont envie de t'envoyer là-bas. Si vous êtes millionnaire. Non, ça a l'air. Ouais, clairement, oui, ça fait rêver. Il y a pas mal d'idées. Bon, après, ça fait aussi un peu concours l'épine d'essayer de trouver. Bon, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement quand même qu'on en retire. Après des choses à long terme, il y a 10 millions de choses qui sont présentées, il y en a 3 qui resteront, quoi. Mais dans le bon sens du terme aussi, c'est-à-dire qu'il y a 3 trucs qui pourront peut-être vraiment changer nos vies et qui pourront être pertinentes. J'attends évidemment de voir toutes les présentations qui sont faites autour de la robotique parce qu'on sent que, enfin, en tout cas, il y a une volonté de amorcer, même si l'IA générative continue de faire autant parler d'elle, il y a quand même une vraie volonté de amorcer un virage vers la robotique de la part de Nvidia et de beaucoup de fabricants de tech. On sent qu'il y a vraiment une volonté de faire arriver le robot personnel tel que la science-fiction la rêvait il y a 30, 40, 50, 60 ans vraiment dans le quotidien des gens, quoi. Après, dans quelle temporalité pour quelle population, ça on verra, mais il y a vraiment cette volonté-là et je pense que pour le coup, ce sera intéressant. Il y avait aussi, je sais pas si tu avais vu cette imprimante à viande. Oui. Pareil, alors ça c'est pareil, c'est très... Pour le coup, là, c'est vraiment un projet futuriste qui se veut pas truc qui arrive tout de suite, hein, mais c'est l'idée de avoir une imprimante 3D dédiée à la viande à domicile. Pour tout simplement que tu puisses imprimer ton steak haché de bœuf à domicile plutôt que
plutôt que d'avoir élevé une vache et à la tuer. Bien sûr. Donc, même sans l'avoir à domicile, finalement, qu'on puisse produire de la viande sans tuer d'animal, de faire de la viande sans tuer d'animal, mais de la vraie viande, c'est hyper enthousiasmant. On en avait parlé il y a de ça des années, effectivement, avec Guillaume Poggiaspala dans Tech Café. Ça n'a jamais réussi à remplacer le massacre organisé de viande, quand même. Oui, tout à fait. Après, enfin, ça pose plein de questions et oui, bon, après là, eux, ils veulent porter, tu sais, ils portent le rêve jusqu'au bout en disant, bah, chacun aura, comme tout le monde a un micro-ondes chez soi, tu vois, tout le monde aura sa petite imprimante à viande chez soi et façon Retour à la future, tu pourras lui demander, allez, fais-moi une tranche de poulet aujourd'hui. D'accord. Pourquoi pas, on verra. En tout cas, clairement, ça répond à des problématiques de société qu'on se pose et ça pose aussi tu vois, tu parlais de la population qui vieillit. On a une vraie problématique aussi de production de protéines et d'être capable, enfin, vu la population humaine, clairement, enfin bref, pour moi, c'est pas très, très réaliste de vouloir avoir le régime carné que des pays occidentaux, l'appliquer partout dans le monde, quoi. Ouais, bon, ça voilà. Et après, oui, bah, j'attends de voir si les gens sur place, justement, les journalistes sur place vont pouvoir faire des jolis reportages sur des choses qui sont présentées, voir où on est, notamment de la robotique. On parle quand même du Japon. Et en matière de robotique, eux, ils ne sont pas réveillés en 2023 à essayer de créer des robots. Hein. C'est vraiment, ça fait très très longtemps qu'ils en rêvent pour plein de raisons. Mais donc clairement, oui, ce domaine-là va être aussi super intéressant à suivre pour l'exposition universelle d'Osaka, quoi. On continuera à suivre ça. Tu as dû entendre Sylvie au passage parce que j'ai réussi à lancer l'enregistrement cloud. Tout à fait. Je peux lui dire bonjour. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Mais je faut que je fasse gaffe parce que tu sais, Sylvie, j'ai mon iPhone qui peut se réveiller à tout moment en pensant que je lui parle. Oui, effectivement. Bon, on va faire attention. Allez, on enchaîne en tout cas parce que l'autre élément marquant, c'est la suite de cette saga complètement incroyable. On est perdu dans cette histoire, ça va trop vite, en fait, ça va tellement vite que ça va même plus vite que la sortie des LLM. Parce que normalement, toutes les semaines, on a des LLM, c'est d'un jour sur l'autre, ça continue. Donc, les annonces des droits de douane aux États-Unis, et on n'en parle pas juste parce qu'on est passionné... pas juste parce qu'on est passionné par les États-Unis, mais aussi parce que ça a des répercussions très concrètes sur les usages de la tech. Donc, en synthèse, on a Donald Trump qui a mis en pause ces taxes, sauf pour la Chine, qui continue à payer 140% pour... alors, cette pause, elle va tenir 90 jours. Donc là, on a juste, entre guillemets, 10% de taxes. Au passage, merci l'effet d'ancrage. Vous savez, l'effet d'ancrage, c'est ce procédé qui vise à vous annoncer, et ils sont très forts Apple pour ça, mais même plein de commerçants, ils vous annoncent un truc énorme avec un tarif complètement démesuré et ils vous descendent le tarif de manière énorme et en fait, vous avez l'impression que c'est un cadeau qu'on vous fait et en fait, bam, on vous a quand même augmenté les taxes, ni vu ni connu et ça passe beaucoup plus calmement. Bon, bref. Donc, le Dow Jones a évidemment repris des couleurs de son côté. On avait quand même pas mal de constructeurs de la tech. Il y avait Acer, Asus, Lenovo, Dell, HP, Razer Framework. En fait, je pense qu'une immense majorité avait décidé de suspendre leurs expéditions vers les États-Unis donc d'appareils. En plus, c'est dommage parce qu'il y a les ventes de PC qui justement avaient augmenté l'an dernier. Probablement merci l'intelligence artificielle, merci la fin de Windows 10. Et la patatras, ça leur tombe dessus. Amazon avait même suspendu, a priori, ses commandes pour des produits fabriqués en Asie et plus spécifiquement même en Chine pour réduire un peu leur exposition par rapport à ces taxes. Ils ne mentionnent pas cette cause, mais ils expliquent par exemple un fournisseur de chaises de plage qui assurait des bons de commande depuis une dizaine d'années que, oups, désolé, la dernière commande, elle a été passée par erreur. On l'annule, nous en voulez pas, on n'en avait pas besoin. Apple a suspendu aussi la production d'iPhone américains en Chine. Ils ont basculé la production en Inde, ce qui doit être, au passage, un casse-tête assez incroyable pour les champions de la logistique qu'ils sont. Là, ils ont un gros challenge avec l'iPhone 17 qu'ils doivent être en train de préparer. Je pense que ça doit être la crise dans les bureaux de logistique chez Apple. Et puis, on a la Chine qui a annoncé une riposte avec des droits de douane de 125%. Ils disent que c'est leur dernier mot, Jean-Pierre. Si les États-Unis, je cite, continuent de jouer au jeu des chiffres, la Chine n'en tiendra pas compte. Donc, en gros, c'est vraiment leur dernier mot.
Et en fait, c'est marrant parce que quelques lignes après, dans leur communiqué, ils disent qu'il ne faudrait pas abuser non plus, je cite: «Si les États-Unis insistent pour continuer à empiéter de manière substantielle sur les intérêts de la Chine, celle-ci contre-attaquera résolument et se battra jusqu'au bout». Ce mardi 15 avril, on a la Chine qui a ordonné à ses compagnies aériennes de ne plus accepter de livraison d'avions Boeing, d'après Bloomberg en tout cas. Ils ont également demandé aux transporteurs chinois de cesser tout achat d'équipements et de pièces détachées aéronautiques auprès d'entreprises américaines. On a eu donc les abaissements de taxes, je vous l'ai dit tout à l'heure, concernant l'acier, l'aluminium, les voitures, les produits pharmaceutiques, les smartphones, les PC, les semi-conducteurs, donc à 20% pour quelques mois. Il dit avoir, Donald Trump, protégé Tim qui a dû se plaindre et s'inquiéter. Donc il a fait preuve de mansuétude, hein, c'est ce qu'il faut comprendre. Côté européen, Ursula von der Leyen brandit la menace qu'on appelle être celle du bazooka. On ne reviendra jamais au statu quo. Et évidemment, on peut imaginer avoir des taxations importantes des entreprises du numérique, même si on n'a encore rien qui a été décidé à ce sujet. Et un dernier mot pour vous dresser le panorama. Il y a aussi des gagnants hein, sur ces hausses et ces baisses de taxes. C'est le sénateur américain démocrate Adam Schiff qui le désigne. Il monte au créneau. Il exige une enquête du Congrès sur un possible délit d'initié en cause le volte-face soudain de l'administration Trump sur les nouveaux tarifs douaniers qui a immédiatement propulsé les marchés à la hausse. Et donc, est-ce que Trump aurait profité personnellement de cette envolée boursière? Je n'ose pas l'imaginer. Pour le sénateur, en tout cas, c'est pas un cas isolé. Il voit là-dedans un schéma assez typique, assez classique, une manière bien particulière de manier les leviers économiques au gré des intérêts et pas de la stratégie au long terme. Bon, il veut un cap clair, je ne suis pas certain qu'il l'aura. Je vous invite d'ailleurs, pour avoir un aperçu politique plus complet, et on va mettre ces sujets vraiment purement politiques de côté, mais d'écouter le supplément qui a été diffusé dans le flux du podcast en fin de semaine dernière. Vous verrez que c'est assez intéressant de mettre ce contenu de cet épisode en regard de ce qui se passe là-bas. Cassim, est-ce que moi, de mon côté, j'ai raison, vu ce contexte, de préparer une solution alternative à Patreon pour celles et ceux qui voudraient prendre les devants? Et puis, au fond, la question, c'est est-ce que c'est vraiment possible? On en parlait juste avant qu'on lance l'enregistrement ensemble. Oui, je pense que c'est possible, mais je pense que c'est surtout très intéressant et pertinent de le faire maintenant et de se poser des questions justement sur l'adéquation entre ce que l'on pense politiquement en général et ou de notre culture politique, on va dire, et nos situations et de nos usages dans les produits tech, parce qu'on a vu depuis plusieurs mois, bien sûr que ça fait longtemps que le sujet est sur la table, mais en particulier depuis quelques mois et en particulier depuis l'implication d'Elon Musk dans la vie politique américaine, on voit à quel point le domaine de la tech est devenu plus lié que jamais au domaine de la politique, ce qui rend très difficile de parler de l'un sans parler de l'autre. Impossible. Du coup, forcément, ça pose des questions sur des alternatives éventuelles aux produits américains quand on veut justement essayer peut-être de favoriser l'indépendance, ou en tout cas de favoriser la position européenne face aux géants chinois et américains. Je voulais revenir quand même rapidement sur le volte-face de Trump, sur le fait, pour bien clarifier la situation. On s'y perd, hein. C'est un truc de fou. Oui, alors bon, déjà, ça se trouve, d'ici à ce que ce podcast soit publié, ça va encore changer. Mais globalement, il y a deux cas de figure. Il y a les États-Unis avec le reste du monde et il y a les États-Unis avec la Chine. Le holà de 90 jours, il concerne avant tout le reste du monde, donc c'est-à-dire l'Europe, le Japon, l'Australie, que sais-je, vraiment donc le reste du monde sauf la Chine. C'est en pause pendant 90 jours. En réalité, il y a un niveau de taxe qui est à 10%, mais donc c'est globalement, les taux délirants sont en pause pendant 90 jours sous prétexte qu'on va enfin se laisser le temps peut-être de négocier. Donc ça, c'est d'une part, et d'autre part, il y a la Chine. Et alors la Chine, du coup, c'est là où il n'y a jamais eu de question de pause de 90 jours. Globalement, on va taxer un max la Chine, ça c'est ce que Donald Trump dit. Mais là aussi, il est revenu en arrière pour justement exclure tout un tas de catégories de produits, notamment des produits qui sont vachement importés de la Chine,
ce qui remet un peu en question en fait finalement son principe politique, on va dire. Ça donne un peu l'impression, si on était un peu taquin, que il abandonne sa mesure sans réussir à dire qu'il l'abandonne par ego, on va dire. Donc on va mettre une taxe à 400%, sauf sur tous les autres, sauf sur tous les produits qui viennent de Chine. Bon bah du coup il y a aucun produit qui sera taxé à 400%. C'est un peu, en tout cas un peu la question qui se pose. Bon, il se trouve que je m'auto-contredis en rappelant que par exemple les consoles de jeux pour le moment sont encore concernées par ça. Ça fait pas, elles sont exclues des appareils électroniques, genre les Switch 2, genre les Switch 2 par exemple, qui du coup Nintendo est toujours un petit peu en questionnement sur comment ils vont faire pour commercialiser la Switch 2 aux États-Unis si ils doivent se prendre des taxes, même si pour le coup la Switch 2 sera en grande partie produite au Vietnam, justement parce que Nintendo avait un peu anticipé la question et que du coup le Vietnam pour l'instant pour le coup lui il est exclu pendant 90 jours. Voilà, il y a tout ça à prendre. Le délit d'initié, oui, apparemment clairement il y a notamment des membres, autant enfin Donald Trump ça va être difficile je pense de le souligner, mais par contre il y a des membres du Congrès républicain qui c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que quelques heures avant que Donald Trump annonce que finalement il met en pause tous les trucs de douane et que du coup le cours de la bourse remonte en flèche, d'un coup il y a eu des achats d'actions qui vont bien par pas mal de membres du Congrès qui ont probablement eu alors sur une boucle signal on imagine une annonce en avance du revirement que Donald Trump allait faire et qui du coup ont pu acheter en avance des actions à petit prix pour ensuite les revendre une fois que le truc était en train de stonk. Et effectivement, tu dis que la politique américaine, certains peut-être comprennent pas pourquoi on s'y intéresse autant. Je trouve que la meilleure démonstration, parce que ça c'est vraiment un truc qu'on a eu de façon récurrente même pendant le premier mandat de Donald Trump, mais pourquoi vous vous intéressez c'est vrai. Après tout, ça n'intéresse que les Américains. Laissez-les se débrouiller avec Donald Trump et puis on verra après quoi. Je pense que là, il y a eu la preuve internationale que Donald Trump a des répercussions. Enfin, les actions de Donald Trump ont des répercussions bien au-delà des frontières des États-Unis. Enfin, il suffit de regarder les cours de la bourse du monde entier et dont la bourse européenne, bourse du Japon, etc. Et de voir la gueule comment tout a décliné immédiatement. Pour voir que non, les États-Unis c'est pas rien et que les décisions des États-Unis impactent le reste du monde, en particulier le monde occidental. Donc c'est vrai. Je sais pas si c'est encore beaucoup à débat finalement. En tout cas, parmi les personnes qui continuent à écouter Tech Café, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va remettre en question ces réflexions-là. Et au contraire, on en est à voir à chaque fois, chaque jour, des conséquences de ce qui se passe. Et encore en Europe, je pense qu'on est un petit peu plus protégé. J'ai l'impression que là où ça peut être le plus marquant, c'est au Canada et au Québec. En ce moment, ça a l'air d'être un peu chaud. On vous fait un coucou si vous nous écoutez de là-bas. Oui. Après, pour faire l'avocat du diable, je sais pas si tu as vu l'annonce de Nvidia aujourd'hui concernant sa méga usine. La grosse usine à beaucoup d'argent, à 500 milliards. Tout à fait. Donc il y a Nvidia qui a annoncé. Alors c'est marrant que c'est Nvidia qui a annoncé, mais en fait quand tu lis l'annonce, c'est pas totalement Nvidia. En réalité, c'est surtout TSMC et on va dire la chaîne de fabrication des puces qui est en train de s'installer aux États-Unis, au Texas, si je me trompe pas, ou en Arizona, je ne sais plus. L'un et l'autre en tout cas. Et donc Nvidia va faire appel notamment à l'usine de puces qu'est en train de fabriquer TSMC, mais ça implique aussi du travail avec Foxconn, avec Winstron, avec SPIL, enfin bref, avec pas mal d'intermédiaires industriels qui vont eux aussi devoir pas mal réintégrer leur production aux États-Unis. Et on nous parle d'une montée en puissance de la production, on va dire pour le coup dans les 2 ans à venir. Alors je rappelle que évidemment ils n'ont pas décidé de la fabrication de cette usine il y a une semaine quand Donald Trump a pété les plombs et tu fabriques une usine en l'espace de 2 ans comme ça, voilà. Donc c'est des projets de beaucoup plus long terme, mais c'est intéressant quand même de voir que mine de rien, et c'est pareil en Europe, il y a une vraie démarche, notamment qui est née avec le Covid, mais pas que, de réindustrialisation
en Europe et aux États-Unis d'une certaine partie de la chaîne de production de nos produits tech, notamment permis par la robotisation. Pour reboucler avec le premier sujet, plus on est capable de faire des usines à 100% autonomes, plus on est capable de réintégrer ce genre de production chez nous, parce que une des problématiques, il y a 2 problématiques énormes au fait de réintégrer des usines sur nos territoires. 3 problématiques, il y a les ressources, donc les métaux rares, etc. Souvent ils viennent quand même de Chine, donc ou de certains pays, donc il va falloir quand même les réimporter, quoi. On va pas les traiter localement, quoi. Donc il y a le problème de l'approvisionnement en métaux rares. Le deuxième point, ça va être le fait que justement c'est tout un écosystème et que c'est pas juste une usine. En général, c'est 5, 6, 7, 10 boîtes, et qu'un iPhone, par exemple, c'est 200 pièces différentes qui viennent d'un peu partout de l'Asie c'est pas à juste assembler. un grand hangar, quoi. Voilà. Et c'est pas juste l'usine à iPhone. En fait, si l'écran il vient de Chine ou de Corée du Sud, ça résout pas vraiment le problème, quoi. Et le troisième truc, c'est ce que Tim Cook rappelait il y a quelques années, c'est qu'on n'a pas du tout la manœuvre qualifiée en Europe et aux États-Unis pour fabriquer ce genre de pièces. Il y a que la Chine aujourd'hui ou des pays proches qui ont la main-d'œuvre nécessaire, et donc la robotisation permet de simplifier vachement ça, quoi. Bien sûr, c'est vraiment un problème qui semble difficile à résoudre, et en tout cas, les promesses comme ça de dire on va mettre beaucoup de taxes comme ça, on va produire aux États-Unis demain, paraît tellement simpliste, mais bon. 500 milliards effectivement, hein, de serveurs, IA. 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars pour les USA. Sur 4 ans, après 500 milliards, bon, on n'est pas à 100 milliards près, et puis il faudra voir concrètement qu'est-ce qui est investi. Mais bon. Tu sais, avec l'inflation en plus, pauvre Nvidia. C'est vrai, punaise. Aujourd'hui, avec 500 milliards, tu fais plus grand-chose, hein, tu sais. C'est vrai. Qu'est-ce que t'as pour 500 milliards? T'as quelques Switch 2, c'est tout. Bon. Quelques PlayStation. Elle a augmenté de prix, la PlayStation 5. Enfin, pas toutes. Aide-moi, Cassim, c'est la Slim. Digital, tout à fait. C'est la version numérique qui a augmenté de prix, une belle augmentation de prix. 50 euros, je crois. Tout à fait. Désormais, elle est à 500 euros comme prix conseillé en Europe. Il faut préciser que l'augmentation de prix n'a été annoncée que pour l'Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, sous, je cite Sony, une décision difficile à prendre qui tient compte du contexte économique. Mais ils ont visiblement pas décidé d'augmenter le prix aux États-Unis, ce qui interroge. Et donc oui, c'est la version numérique, donc sans lecteur de disque, qui augmente de 50 euros, qui passe à 499 euros. Et en compensation, le lecteur de disque baisse légèrement de prix, alors pas assez pour compenser totalement, mais baisse légèrement de prix. Donc si vous voulez vous fabriquer vous-même une PS5 standard, ça coûtera un peu moins cher qu'avant. Mais la PS5 digitale augmente beaucoup. Si vous aurez écouté cet épisode au moment où il est diffusé, il y a encore et que vous vouliez absolument acheter une PS5, il y a encore des PS5 digitales à 399 euros avec Astrobot fourni. Donc il y a tant que les stocks sont écoulés, puisque Sony a tellement annoncé ça littéralement au milieu de la nuit, c'était à 4h du matin, que même leur propre boutique a mis du temps à se mettre à jour. Énorme. C'est drôle. Allez, surveillez, voir s'il y a d'ultimes bons plans à faire. Ça peut valoir le coup. On va terminer quand même notre panorama politique tech US avec plusieurs petits sujets. D'une part, il y a Amazon qui est peut-être embêté par les tarifs dont on parlait juste avant, mais il semble quand même inspiré avec son modèle, hein, parce que c'est le patron des services d'immigration américains qui veut s'en inspirer. Je voulais juste le mentionner parce que c'est pas directement de la tech, même si ça mentionne Amazon, mais je trouve ça tellement ubuesque. Qui veut s'en inspirer pour accélérer la cadence des expulsions promises par Trump. Je cite, « Nous devons gérer les expulsions comme une entreprise, comme Amazon Prime, mais avec des êtres humains. Un migrant ne mérite pas plus de respect et d'attention qu'un colis. » Et on a aussi le responsable des frontières qui a détaillé le projet qu'ils ont des expulsions. Il a présenté ça à des représentants d'entreprises privées, les agents fédéraux qui s'occupent des arrestations. Le reste, sous-traitons-le. Donc on voit le climat dans lequel c'est en train de s'instaurer et qui est largement moteur derrière ça. Vous le savez maintenant, un acteur privé et notamment le Doge avec Elon Musk. Et donc ça continue dans plein de fonctionnements publics américains. Il y a la FAA qui s'en remet entièrement à SpaceX,
même s'ils sont plutôt tournés fusée qu'avion, SpaceX. Mais bon, a priori, c'est vers eux qu'il va falloir se tourner. Il y a eu 400 personnes de virées. La FCC, donc c'est la partie communication, ils avaient à l'époque refusé une aide d'1 milliard de dollars parce que SpaceX ne remplissait pas quelques conditions de base. Bizarrement, le Doge s'est placé très proche du directeur de l'agence et ont commencé à mettre pas mal de bâtons dans les roues. Et puis on a en cerise sur le gâteau la NHTSA. En gros, c'est la partie sur la conduite, la mobilité. Et ils instruisent actuellement, c'est les consommateurs, et ils instruisent actuellement plus de 10 000 plaintes qui ciblent Tesla au sujet de son autopilote. Bizarrement, il y a du personnel qui a été viré sur action du Doge, et la section la plus concernée, c'est celle des véhicules autonomes. Donc il y a probablement plein d'organismes qui vont être ciblés. Il y en a un qui est pas trop embêté en ce moment, c'est la FTC, qui est pas trop embêtée. Elle a du pain sur la planche de son côté avec Meta, puisque le procès s'est ouvert hier avec l'accusation de position dominante pour Meta, qui avait racheté, rappelez-vous, WhatsApp 1 milliard de dollars et Instagram 19 milliards de dollars pour, selon la FTC encore, étouffer des concurrents potentiels. Ça fait suite à une plainte qui avait été déposée par le premier gouvernement Trump, donc avant Biden évidemment. Donc le procès s'est ouvert pour 8 semaines et puis, comme toujours sur ce type de sujet, l'enjeu, vous le connaissez, c'est de déterminer le périmètre du marché. Est-ce qu'il s'agit des réseaux sociaux personnels? C'est évidemment la position de la FTC et ça me paraîtrait assez logique. Meta s'en défend de leur côté. Il souligne par exemple que TikTok et YouTube rivalisent pour l'attention des utilisateurs. Elles ne sont pas définies dans les réseaux sociaux personnels. Donc il a été auditionné, Mark Zuckerberg, 3 heures ce lundi. Il a été à nouveau auditionné ce mardi, même si on n'a pas de restitution de ses prises de parole. Évidemment, seront mis en avant dans le cadre de ce procès les mails de Mark Zuckerberg de 2011 et 2012. Je cite: l'impact potentiel d'Instagram est vraiment effrayant. Et c'est pourquoi nous devrions envisager de payer beaucoup d'argent, sous-entendu, pour acquérir WhatsApp et Instagram. La FTC qui avait gagné contre Google, mais qui ne sont pas omnipotents non plus. Ils n'ont pas empêché le rachat de Blizzard par Microsoft. Bon, ce n'est pas exactement les mêmes sujets, évidemment, mais quand même. Est-ce qu'on pourrait raisonnablement penser, Cassim, honnêtement, dans les mois à venir, que Meta serait forcé de se séparer de WhatsApp, d'Instagram, que d'Instagram éventuellement? Ça paraît tellement improbable. La question, elle reste complètement entière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un volte-face de Donald Trump sur ces sujets aussi, et du coup, et du coup, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le Donald Trump qui déteste les géants de la tech, parce qu'il pense que en gros tous les services tech sont complètement démocrates et woke et compagnie. Et en gros, Facebook, Gmail et compagnie sont des services qui n'ont que pour rôle de embrigader notre jeunesse dans le wokisme et l'inclusivité. Et de l'autre côté, il y a le Donald Trump qui déteste la Chine et qui veut absolument que les géants américains, évidemment, soient dans leur plus haute forme possible. Et donc les deux Donald Trump se bataillent entre eux en fait. Il y a le Donald Trump du coup qui aimerait bien que Meta prenne cher, tout comme Google prenne cher aussi, et soit obligé de démanteler ses services. Et il y a le Donald Trump qui ne voudrait pas que TikTok, que Meta soit affaibli et que du coup TikTok devienne le réseau social numéro 1 dans le monde. Et c'est là d'ailleurs où je rejoindrai peut-être un petit peu la défense de Facebook, c'est qu'effectivement autant YouTube, je trouve la comparaison peut-être un petit peu maladroite pour l'attention des gens. Autant TikTok, il y a effectivement une question de réseau social alternatif. Réseau social personnel, tu vois, c'est ça. Oui, bien sûr. L'ambivalence sur laquelle il joue, c'est que finalement, il n'y a pas la partie échange personnel. Et c'est d'ailleurs au cœur des échanges de l'audition, Mark Zuckerberg est interpellé sur le fait que oui, c'est vrai que c'est dans le socle de Meta de rapprocher les contacts personnels des gens, mais que ça s'est largement élargi. Enfin, c'est marrant de voir la vision qu'ils ont de... C'est qu'en fait, limite, quand on parle de réseau social personnel, je pense que c'est limite, on parle de messagerie en fait. Exactement. Ouais. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, et que effectivement, en fait, c'est qu'un seul composant. Effectivement, c'est un composant qu'on retrouve dans tous les services de Meta,
mais c'est à chaque fois qu'un seul composant d'un service beaucoup plus large. On peut pas résumer Instagram à ses DM, on peut pas vraiment résumer Facebook juste à sa messagerie, on peut un peu plus facilement résumer WhatsApp, je pense, au contact interpersonnel, mais voilà, c'est un peu plus difficile. C'est Enfin, tout comme Twitter a une fonction DM, tu vois, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment dire que Twitter est une alternative à WhatsApp, quoi, ou un concurrent de WhatsApp, tu vois, c'est un peu bizarre. Et ce qui est fou d'ailleurs spécifiquement sur cet aspect messagerie et DM, ce que je trouve remarquable, c'est de se dire comment est-ce que tu peux raisonnablement, enfin bon, tu vas me dire ce que tu en penses. Comment est-ce qu'on peut raisonnablement penser que Meta, en l'occurrence Facebook, a racheté WhatsApp pour autre chose que d'absorber des concurrents potentiels, en sachant qu'ils avaient Facebook Messenger, hein. Enfin, tu vois, et encore aujourd'hui, il y a cette dualité dans les services qui est ubuesque, c'est-à-dire que tu as Facebook, enfin, tu as Messenger tout court maintenant, qui était anciennement Facebook Messenger, et de l'autre côté, tu as WhatsApp, qui en fait, en vrai, sur le papier, sur beaucoup d'aspects, sont tellement similaires. Bon, techniquement, c'est pas exactement la même chose. Mais... Non, mais alors déjà, je suis entièrement d'accord au point où aujourd'hui, quand tu as une nouveauté qui arrive sur l'un, il y a la même nouveauté arrive sur l'autre aussi, hein, vraiment, quand c'est pas déployé en même temps. Et c'est complètement la stratégie. Pour le coup, pour moi, ça me paraît indéniable que la stratégie de Meta pendant longtemps a été de racheter immédiatement dès qu'un concurrent grossissait et dépassait le milliard d'utilisateurs, ou je sais plus, enfin les 100 millions, il y avait un cap. Dès que le service grossissait suffisamment, Mark Zuckerberg il le rachetait, quoi. Et c'était quasi automatique. Il y a eu toute une phase où faut se souvenir aussi de toute cette phase où Instagram reprenait quasiment une semaine sur l'autre n'importe quelle fonctionnalité qui devenait populaire dans n'importe quelle autre application. Exact. Snapchat en premier. Voilà, Snapchat arrivait ou n'importe quelle autre application un peu de type réseau social arrivait et devenait populaire sur l'App Store. Une semaine après, tu avais la même fonctionnalité dans Instagram intégrée immédiatement et il fallait que ce soit et d'un coup c'était voilà Instagram qui innovait, bien sûr. Donc ça, c'est à garder en tête. Pour autant, j'ai presque envie de te retourner le sujet en te disant que c'est fou à quel point, pour des rachats qui ont 10 ans, on en soit à peine au point où on va commencer à peut-être pouvoir envoyer des messages, et c'est parce qu'il y a la réglementation européenne qui va l'obliger, de pouvoir s'envoyer des messages depuis WhatsApp vers Messenger et de Messenger vers Instagram, et que tout ça va commencer à pouvoir se synchroniser, alors que c'est tout ça appartient au même groupe, et c'est fou à quel point ça n'a pas été intégré, quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, enfin, s'ils me disent par exemple que WhatsApp et Instagram en réalité c'est des concurrents entre eux, je serais presque prêt à leur donner le point, tu vois. Bon, j'ai peut-être pas, mais il y a un côté, c'est tellement fou à quel point ça n'a pas été intégré, ou en tout cas c'est l'est tout juste là maintenant avec des trucs comme Meta AI, le compte Meta, etc. Mais c'est très récent, quoi. Je trouve ça fou à quel point le travail n'a pas été fait pour unifier tout ça dans un seul service, quoi. C'est sûr, ça fait pas très, très user-friendly, on va dire, de ce côté-là. Bon, on suivra évidemment, il n'y en a pour 8 semaines, donc inévitablement, il y a plein de trucs qui vont ressortir, qu'on pourra relayer. On se réjouit d'avance, entre guillemets, de vous relater ces sujets-là. Juste avant de continuer, un petit mot pour vous dire, pour faire quelques rappels, parce que vous êtes quelques milliers à suivre chaque semaine cette veille techno très personnelle, approfondie, on l'espère, et en tout cas, là aussi on l'espère, divertissante, qui est Tech Café. C'est grâce à vous qui êtes abonnés et auditeurs fidèles que cette aventure existe et peut se développer. Alors, depuis quelques mois maintenant, c'est devenu mon activité principale, Tech Café, et puis d'autres choses autour, mais notamment le podcast. Et ça implique un vrai choix personnel, professionnel. Donc, plus que jamais, hein, votre soutien via Patreon, il est crucial pour assurer la pérennité de ce projet, la qualité du contenu et la régularité des épisodes que vous appréciez tant. En vous abonnant maintenant sur patreon.com/techcafé, vous obtenez en échange un accès à un flux qui vous permet de rajouter le podcast dans votre app habituelle sans publicité. Et puis, vous recevez régulièrement des contenus bonus sur Patreon, des réflexions personnelles, des infos exclusives et même, tenez-vous bien, la possibilité unique d'échanger avec ChatGPT, qui est l'alter ego numérique de Guillaume Poggiaspala. C'est comme ChatGPT, mais c'est avec Guillaume Poggiaspala, c'est remarquable. L'abonnement, c'est à partir de 6 € par mois. Et donc, ça fait, vous l'avez compris, hein, une vraie différence. Et puis, si vous optez pour l'abonnement annuel, vous bénéficiez d'une remise substantielle. Je sais que cette formule annuelle, comme je vous le disais tout à l'heure, a pas mal de succès, donc profitez-en.
Chaque abonné compte énormément, comme vous en doutez. Donc, si jamais Tech Café vous apporte quelque chose, si vous souhaitez soutenir un podcast indépendant, prenez quelques secondes. Vous pouvez ouvrir votre navigateur et cliquer directement, même dans les notes de l'épisode. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Si vous ne pouvez pas le faire tout de suite, je vous en veux pas. Faites pause et dictez-vous un rappel. Rappelle-moi, quand j'arrive chez moi, de soutenir Tech Café sur Patreon. Merci beaucoup pour votre écoute, votre fidélité et surtout votre soutien essentiel à Tech Café. On enchaîne avec de l'intelligence artificielle. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé dans cet épisode. À commencer par donc l'équivalent de la CNIL irlandaise, qui, évidemment, vous avez compris, en charge de la protection des données, et qui a lancé une enquête sur xAI. La question, comment Grok a-t-il été entraîné? Est-ce que les messages de Twitter X, on s'en doute pourtant, ont servi d'entraînement sans que les internautes ne soient informés ou n'aient leur mot à dire? Depuis, il y a un bouton qui est apparu, mais évidemment, c'est probablement pas suffisant par rapport notamment à ce qui s'est passé avant. Bouton qui est plutôt planqué, hein. D'ailleurs, j'ai relancé mon compte X pour revérifier si c'était bien décoché. Il faut aller dans les méandres du réseau social pour le retrouver. Donc, en tout cas, l'enquête va porter là-dessus. On a aussi, toujours dans la lignée de l'entraînement des IA et des autorisations qu'on peut en donner, Meta qui va utiliser nos contenus, justement, qu'on a publiés sur Instagram, sur Facebook, sur Messenger pour l'entraînement des prochains Llama. Alors, ils disent que les contenus échangés dans des conversations privées ne seront pas exploités comme il y a aussi les données des mineurs. Alors, j'imagine que c'est normal, notamment quand c'est chiffré de bout en bout pour WhatsApp. Ça doit être compliqué de récupérer ces contenus-là pour entraîner Llama. Ils voulaient le faire dès mai 2024. Ils avaient d'ailleurs mis à jour leurs conditions générales d'utilisation. On en avait parlé. Ils avaient freiné sur l'Europe. Ils le font évidemment partout dans le monde, mais là, concernant l'Europe, ils ont dû dialoguer avec la DPC pour y parvenir. Et donc, vous allez prochainement avoir des infos vous proposant de vous retirer de cette possibilité. Donc, guettez bien votre adresse email et les notifications sur votre réseau social. C'est embêtant, hein, Cassim, quand même, ces propriétés intellectuelles qui empêchent ces sociétés d'entraîner leurs modèles sur nos données. C'est quand même fou. Et d'ailleurs, il y en a qui voudraient aller un peu plus vite que ça, se débarrasser de ces vieux systèmes à la papa. Notamment, il y a Jack Dorsey, je suis sûr que tu as vu passer ce message, il a exprimé le souhait de supprimer toutes les lois sur la propriété intellectuelle. Évidemment, son pote Elon Musk a approuvé cette prise de parole. Ce qui est rigolo, c'est que ce type de message, on les a eus dans le passé. Avant, ça pouvait être des provocations, mais on est en 2025 et vous savez tout ce qui a changé. Alors évidemment, on commence à avoir un petit peu peur, même si je pense que la propriété intellectuelle ne va pas être totalement effacée comme ça d'un trait de crayon demain. Mais on peut quand même se poser la question de ce qui va se passer par la suite, quelles évolutions il va y avoir derrière. C'est évidemment l'entraînement des intelligences artificielles qui serait facilité. Il y a quand même les acteurs de la tech qui décrivent, et là je m'auto-pose la question, un système qui serait obsolète. Bon, de leur côté, c'est un peu rigolo de voir que la propriété intellectuelle, elle a rendu possible beaucoup d'éléments de l'industrie tech et elle a rythmé l'actualité de la tech pendant très longtemps. Et probablement que ça les arrangeait largement. Maintenant, ça les arrange plus. Ils décrivent ça comme un élément obsolète. Et en fait, je me demandais effectivement, bon, je pense qu'il est vital d'avoir les notions de propriété intellectuelle. Est-ce que en même temps, la façon dont c'est régi aujourd'hui correspond bien à ce dont on pourrait attendre aujourd'hui en tant que ce soit utilisé, ou que ce soit en tant qu'utilisateur ou en tant qu'entreprise? Je ne sais pas. Je me dis que c'est pas inintéressant de se poser la question. De là à supprimer toutes les lois sur la propriété intellectuelle, il me semble que c'est quand même jeter le bébé avec l'eau du bain. Un petit mot aussi pour dire, hein, au passage, pour clarifier, on parle parfois de l'open source. L'open source aussi, ça repose sur le droit, hein. C'est justement ce qui permet à des détenteurs de contenu de décider comment les partager. Donc, c'est pas du tout un truc qui autorise n'importe qui à faire n'importe quoi avec les données. Très loin de là. Est-ce qu'on va se tourner vers une précarisation, une espèce de marché de la propriété intellectuelle où les plateformes s'arrogent tous les bénéfices de la création humaine, Cassim? Est-ce qu'on va pouvoir copier, cloner, synthétiser sans consentement, sans recours? C'est quoi l'avenir? J'ai envie de dire que surtout c'est déjà en cours en fait, et ça c'est bien ça le problème, c'est bien ça tout le truc, c'est qu'en fait les boîtes
y a un certain nombre de boîtes qui ont fait fi de la propriété intellectuelle. Enfin, il y a encore, enfin, le meilleur exemple est encore celui de la ghiblification il y a encore 2 semaines. En fait, c'est que c'est fait. Ça montre bien à quel point déjà l'IA a été entraînée sur du contenu sans qu'on lui ait donné l'accord, quoi. À moins que Ghibli ait donné son accord pour. Mais j'ai comme un petit doute pour l'exploitation de son style visuel. On le saurait, je pense. Je pense qu'on le saurait. Voilà, j'appuie sur X pour douter. Et en fait, on voit à quel point ces boîtes-là ont complètement fait fi déjà de la propriété intellectuelle. Et du coup, en fait, c'est là où je vois vraiment à quel point la sortie de Jack Dorsey, c'est plus une provocation qu'autre chose. C'est à quel point est-ce qu'il y a vraiment besoin de légiférer pour dire qu'il n'y a plus de droit de propriété intellectuelle dans un monde où de toute façon, la propriété intellectuelle, elle marche pour les gens ordinaires. C'est-à-dire, toi, si demain tu voles un truc, oui, tu vas pouvoir être rattrapé potentiellement d'une manière ou d'une autre par la justice, ou en tout cas, il y a des mesures. Tu vas, par exemple, recevoir une lettre de la Hadopi, ou il va y avoir des mesures. On peut dire qu'elles sont pas forcément fortes ou quoi, mais il va y avoir des mesures pour protéger la propriété intellectuelle. Tu peux pas. Enfin, si tu te ramènes avec une caméra de télévision, vraiment, tu sais, le truc massif dans une salle de cinéma et que tu commences à filmer un film, on va te regarder bizarrement en général. Ouais, c'est clair. Normalement. Alors que pour ces gens-là, par contre, la propriété intellectuelle, elle a pour l'instant pas beaucoup d'impact. Alors, il y a quand même une loi qui est en place. Il y a des procès qui sont en cours. OpenAI, par exemple, est au moins sur 2 procès, notamment celui du New York Times, mais enfin, il y en a d'autres. Il y a aussi des artistes partout un peu dans le monde qui portent plainte, essayent de faire jouer leurs droits, etc. Donc effectivement, voilà, faut pas non plus. Mais on a le sentiment que, comme souvent avec des gens de la tech comme ça, la justice et la loi les rattrapera que quand ce sera trop tard et que les services seront déjà en place et hégémoniques. Donc c'est un peu ça la clé, la clé du débat. Bon, après, la sortie de Jack Dorsey, elle est très très typique de ce mouvement libertarien / réactionnaire auquel il appartient avec Elon Musk et compagnie. En gros, c'est les lois pour les pauvres, oui. Les lois quand t'es riche et quand t'es tout puissant, non. Moi, je veux faire tout ce que je veux dans la vie parce que je suis un garçon qui doit taper sur la table si on me dit non, je boude. Et je dois avoir le droit à tout. Et pourquoi je dois avoir le droit à tout? Parce que je suis riche. Donc si je suis riche, c'est bien que je suis supérieur à vous. C'est globalement la philosophie qui traverse ces gens-là. Et voilà, c'est tout. Il y a pas... Une nouvelle fois, je peux pas m'empêcher de le brancher parce que je sais qu'il y a eu des retours aussi très positifs sur cet épisode qu'a préparé Guillaume Pochespala, l'épisode des Lumières Obscures, supplément de la semaine dernière. On est totalement là-dedans. On est en plein dedans, décidément. On continue avec des usages IA. Tiens, un truc quand même marquant, je trouve. WordPress. WordPress, c'est l'outil de publication de sites internet qui fait tourner un peu plus de 40% des sites web dans le monde, je crois, aux dernières nouvelles. Il propose un service de création de sites par IA. Donc, vous l'avez vu, il y a des outils qui permettent de générer du HTML avec de l'intelligence artificielle par des prompts. Là, carrément, ils vous disent vous faites appel à nous, vous avez une IA, et puis vous décrivez votre projet avec une série de prompts, et puis on vous livre en gros un WordPress avec un template, comme on dit, donc un modèle graphique et un élément d'organisation d'interface qui correspond à ce que vous avez demandé. Vous pouvez le tester gratuitement, c'est limité à 30 prompts et je pense que très très vite vous êtes limité sur les éléments d'interaction et de dialogue que vous pouvez avoir pour personnaliser votre site. Mais bon, c'est marrant de voir que WordPress commence à avancer là-dessus. C'est marquant de se dire que celui qui fait propulser aujourd'hui plus de 40% des sites web commence à proposer ça. Ça va faire de l'ombre sans doute à terme, quand ça fonctionnera bien et que ce sera bien répandu, à celles et ceux qui créent des templates de sites internet, peut-être ceux qui créent des templates qui sont moins novateurs et qui proposent moins d'intérêt que ceux qui proposent des templates qui ont pignon sur rue, qui sont de haute qualité. Mais bon. C'est pendant qu'on est dans les usages IA, une semaine, une nouvelle fois, dense en petites annonces de la part d'OpenAI, petites ou grandes, selon comment on se positionne,
je renouvelle ce que je dis assez régulièrement maintenant, c'est que décidément OpenAI a compris comment il fallait occuper l'actualité dans leur domaine, parce qu'ils ont des annonces vraisemblablement, on a de quoi parler d'OpenAI toutes les semaines. Et là encore, il y a plein de petites choses. Donc déjà, il y a ChatGPT qui va se souvenir de ce qu'on lui dit. Alors d'aucuns diront: «Oui, alors c'était déjà le cas». Effectivement, il avait une mémoire depuis, février 2024. En gros, quand, il y avait certains prompts où vous lui disiez: «Je suis ceci, je suis cela, mes enfants, mes ceci, mes cela», il pouvait mettre à jour, la mémoire et donc garder, à l'esprit des éléments de personnalisation que vous lui avez partagés. Désormais, vous allez même pouvoir le faire remonter avant dans tous les contenus que vous aviez, alimentés dans ChatGPT. C'est évidemment un élément, auquel vous pouvez, souscrire ou ne pas souscrire. Enfin, c'est pas un abonnement payant, mais vous pouvez activer ou pas, l'option. Il y aura un bouton, connaissance interne qui permettra de l'exploiter, un petit peu comme quand vous cochez une case, recherche sur le web. Évidemment, une fonction bloquée au lancement en Europe, dans un 1er temps. Et puis OpenAI aussi qui a annoncé la sortie de GPT 4.1, donc on est définitivement, ça y est, plus que jamais perdu dans les modèles. En fait, c'est aussi clair que les tarifs douaniers, de Donald Trump. Donc il y a GPT 4.1, GPT 4.1 mini et GPT 4.1 nano qui ne remplaceront pas GPT 4o, mais qui s'adressent principalement aux développeurs, notamment parce qu'ils sont mis à disposition via les API d'OpenAI. Gros intérêt, ils sont plus économes à l'inférence, plus économes à l'exécution, ils sont un peu plus rapides et ils ont une fenêtre de contexte beaucoup plus grande que GPT-4o. En fait, ça rivalise avec la fenêtre de contexte de Gemini. Donc notez bien que GPT 4.1, il n'est pas meilleur que GPT 4o, qui est le modèle de base standard qu'on utilise dans ChatGPT. Le coût par million de tokens en entrée et en sortie est un petit peu moins cher que GPT 4o. La fenêtre de contexte dont je vous parlais, équivalente à Gemini, elle est d'environ 1 million de tokens et elle s'avère particulièrement adaptée au code ou à la création de chatbots personnalisés. Donc vraisemblablement, ce sera d'un grand intérêt pour celles et ceux qui font appel aux API d'OpenAI. Et il y a un intérêt aussi pour OpenAI qui va peut-être économiser avec un service équivalent. Et puis, on a la dénomination des différents modèles de langage qui est, comme je vous le disais, pas très clair, mais qui est moqué par Sam Altman lui-même et qui a lancé ce message. Et si nous corrigions la dénomination de nos modèles d'ici l'été, pour que tout le monde ait quelques mois de plus pour se moquer de nous, ce que nous méritons bien d'ici là, je trouve que c'est assez rigolo qu'il le mentionne comme ça, mais ça montre la difficulté que ça doit être pour cette boîte de basculer un truc aussi central que les modèles de langage. Aujourd'hui, c'est simple sur le plan technique, tu choisis celui que tu veux, mais pour l'utilisateur, c'est d'une complexité ahurissante. Ils n'arrivent pas à trouver la bonne solution et quand ils l'auront trouvé, ça va être difficile de l'implémenter parce qu'en plus, il va falloir suivre le rythme effréné de sortie des nouvelles itérations de modèles de langage. On a vu au passage que sur le mobile, il y a un test en cours là où on ne choisit plus le modèle explicitement, mais on choisit le mode d'utilisation, soit automatique, soit réfléchi un peu pour des questions un peu plus compliquées, ou réfléchi beaucoup pour de l'analyse et de la recherche. Je ne sais pas si ça va solutionner le problème, honnêtement. Un dernier mot, il y a OpenAI aussi, donc qui lance un concours qui s'appelle Broscamp pour mettre au défi leurs concurrents sur la recherche en ligne. Donc il y a plein de tests, vous le savez, MMLU pour la capacité d'un modèle à comprendre et à raisonner. Il y en a un autre pour évaluer la résolution de problèmes de maths. Il y a Drop qui se focalise sur la compréhension de texte. Bref, il y a plein de tests. Il n'en existe pas pour tester la performance d'un chatbot IA sur la recherche en ligne. Donc, ils ont fait un benchmark qui est open source. Tiens, pour OpenAI, ça fait du bien. Il est vraiment open source, celui-ci. C'est un nouveau critère d'évaluation qui est conçu pour tester la disposition des agents à naviguer sur le net pour trouver des infos difficiles à localiser. Donc, ils ont 1266 problèmes difficiles. Ils en ont donné quelques exemples. Et le but, c'est évidemment d'arriver au meilleur résultat concernant ces recherches qui ne sont pas évidentes, qui sont alambiquées et qui sont rédigées de manière à ce que ce ne soit pas simple d'aller faire la requête sur un moteur de recherche. Ce qui est rigolo, compte tenu de la manière dont a été construit le test, elle demande à ce que tout le monde ne fasse pas fuiter sur Internet les exemples qui figurent dans le jeu de données. Et là, je me pose la question, Cassim, honnêtement, qui peut croire une seule seconde
que les questions ne vont pas largement fuiter et faire l'objet de détournements et d'utilisation qui n'est pas prévu dans le benchmark de départ. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de monde qui joue le jeu, mais j'ai peut-être une faible confiance, une faible foi dans l'honnêteté. Je sais pas, est-ce que tu utilises ChatGPT ou tu fais partie des gens qui essayent quand même d'être un peu à l'écart? Alors, je l'utilise pas à titre personnel, je l'utilise à titre pro, on va dire. C'est-à-dire que je l'utilise très très occasionnellement quand il y a des nouveautés justement qui sont intégrées pour voir un peu soit ce que ça donne, soit même pouvoir écrire un article dessus ou ce genre de choses. Mais écrire un article sur le sujet de ce qui a été ajouté à ChatGPT, pas écrire un article sur ChatGPT. Mais j'écris encore les articles moi-même. Merci. C'est intéressant que tu dises ça parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, notamment qui travaillent dans le numérique, mais qui sont dans la création de contenu, qui cèdent au moins de lien. Tu vois, il y avait Corben notamment qui a fait un article où il explique, et puis bon, ça s'est vu, il a largement et régulièrement communiqué dessus, mais maintenant il y a beaucoup de ces articles de blog sur lesquels il a une assistance de l'intelligence artificielle, donc la part de rédaction et la quantité qu'il assume à titre perso, elle est totale, il choisit vraiment, mais aujourd'hui, dans ce que toi tu rédiges sur Frandroid, est-ce qu'il y a une petite part d'IA dans la vérification, une petite part dans la rédaction ou pas du tout dans la rédaction? Comment ça se passe pour toi? Alors, pas du tout dans la rédaction. Ok. Pour les recherches, au moment d'écrire un article, ça peut m'arriver de poser une question à Perplexity, on va dire. Et c'est parce que tu n'as pas testé pour la rédaction? Parce que tu revendiques le fait de ne pas vouloir le faire? Parce que tu penses que ça ne va pas satisfaire tes attentes? Alors c'est souvent que pour l'instant encore, enfin je sais pas, je faudrait que je reteste à la limite, mais les réponses en fait ça me plaît pas quoi. En fait juste j'ai envie d'écrire les choses, de les formuler comme moi je le fais, avec des fois des remarques un peu sarcastiques ou des choses comme ça que j'ai pas entraîné. Il faudrait que j'entraîne. Ouais, il faudrait que j'entraîne un prompt à imiter mon propre style. Ce qui est possible, hein. Ce qui est totalement possible, mais et il faudrait que je vois si le résultat il est pas trop scolaire et on retombe pas tout le temps dans les mêmes patterns. En interne, en tout cas, on fait des expérimentations des fois pour essayer de trouver je sais qu'en tout cas chez Frandroid et chez Numérama d'une manière générale, c'est des choses qu'on expérimente, mais on expérimente plutôt des outils autour. Par exemple, Numérama a cette capacité à résumer les articles là en 3 points. Et à pouvoir réutiliser ce résumé-là, par exemple dans une newsletter ou ce genre de choses. C'est relu par un journaliste évidemment, mais ça me semble être des outils intéressants. La rédaction elle-même de l'article, pour l'instant, moi ça me paraît compliqué. Après, c'est peut-être une parole de quelqu'un qui tu vois, a du mal à se moderniser, à se mettre à la page. C'est pas une obligation non plus, hein. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est pas une obligation. Je pense qu'il y a encore cette attente d'avoir une personnalité qui est très incarnée dans la rédaction de contenu, en tout cas dans certains médias. Donc, Et puis là, après, il y a plein de questions qui se posent. Évidemment, le côté écologique, où va la donnée, etc., etc. Donc, il y a plein de questions évidemment qui se posent autour de ce truc-là. Mais ouais, pour l'instant, j'avoue que moi, l'IA, et alors l'IA générative d'images, très peu pour moi. Ça m'arrive occasionnellement, pour le coup, un peu plus facilement, de générer des images quand il y a vraiment un sujet sur lequel il n'y a absolument aucune illustration possible, mais c'est très rare qu'il y ait aucune illustration possible pour un sujet. Ou aucune utilisation possible sans payer des droits importants. Enfin, tu vois, je me refaisais la réflexion tout à l'heure de l'exposition universelle d'Osaka. Honnêtement, si tu veux utiliser des images dites libres de droit et qui te permettent d'être utilisées dans un contexte type journalistique, etc., sans payer, il n'y a pas forcément. Donc évidemment, au bout d'un moment, ça peut être intéressant de générer des images, quoi. Je peux citer quand même un cas concret si tu veux. C'est le cas. J'ai écrit un article fin mars sur Apple qui aurait un projet en interne qui s'appellerait Apple Solarium. Donc un solarium, c'est une pièce dans une maison qui est en gros une sorte de une greenhouse, une serre. Un peu, en fait, c'est une pièce en gros qui est très ensoleillée, où il y a des vitres partout, même au plafond, pour vraiment prendre un bain de lumière, quoi. C'est ça, un solarium, d'où le côté solaire. Et en fait, ils ont un projet en interne Apple qui s'appellerait Solarium et qui serait en gros la refonte du design. Ce serait le nom de code du nouveau design d'iOS 19, en gros, voilà. Mais on n'a absolument aucune image de ce que donnerait iOS 19. On n'a absolument aucune image de ce que donnerait ce projet Solarium. Et du coup, j'ai demandé à ChatGPT de générer une image qui a pour fond un Apple Solarium, enfin un Solarium, et qui porte le texte justement
Apple Solarium avec la typo d'Apple et qui donne un peu l'impression de voir une publicité finalement pour Apple, et il a réussi à me proposer, et c'est justement avec ChatGPT 4o, parce qu'on était pile dans ces jours-là, et il a totalement réussi à me proposer quelque chose de pertinent. C'est lui qui a fait le texte ou pas? Ouais, tout à fait. Ouais, ok. Donc c'est ça et ça que je voulais tester aussi, parce que évidemment génération de texte sur une image c'est compliqué, mais justement le ChatGPT 4o, c'est là où il est excellent, c'est qu'il est capable parfaitement de le faire. Et je sais pas si tu as vu l'image, mais en tout cas, mais c'est. Ouais, je l'ai sous les yeux. Ouais, je suis allé chercher l'article. Je trouve que ça va. Enfin, évidemment, si tu zoomes et tout, c'est criant avec cette DIA. Mais il y a ce côté très de loin, il y a cette esthétique très Apple, en tout cas, qui, moi, je trouve, marche très bien. Ouais, tout à fait. Il a très bien capté l'esprit d'Apple, effectivement. On voit effectivement sur les éléments de charpente, etc., que ça forme. Du coup, prouvez à Cassim que vous êtes nombreuses et nombreux à écouter Tech Café et que vous êtes attentifs à ce qu'il fait, et allez massivement regarder son article Apple Solarium pour voir l'image en question. Comme ça. Que l'on a évidemment marqué généré par IA. Oui. Et enfin voilà, il n'y a pas question de. Et nous, on a des illustrateurs en interne. Et si on peut, on le fait en interne. Là, en l'occurrence, c'est une news plutôt pour le matin qui va. Voilà, enfin, ça, faire passer par un illustrateur, là, ça retarderait la publication. Donc, c'est ce genre de problématique avec lequel on doit faire. Mais bref, et pour revenir à ChatGPT, très intéressant les nouveautés de Sam Altman, mais alors oui, les modèles de langage, c'est une catastrophe quand même. Le nom des modèles, moi personnellement, le jour où j'ai appris, et c'est que très récemment, hein, alors que c'est quand même mon boulot, le jour où j'ai tilté que GPT-4o et GPT-O4, c'était deux choses différentes. Oui. C'est quand même, à un moment, faut arrêter quoi. Faut aller, voilà. Hein, je vais pas terminer cette phrase. Je pense qu'ils sont pas satisfaits de leur nommage de. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est une catastrophe. Personne. Enfin, moi, la blague que ça m'évoque à chaque fois, c'est, je comprends pourquoi c'est Microsoft qui a investi massivement dans OpenAI, quoi. C'est facile, mais c'est pas une guerre. Mais donc oui, il est urgent. Et je trouve que la réglette réfléchit un peu beaucoup. Pareil, elle est pas satisfaisante, parce que, en fait, ce qui est pas satisfaisant, c'est qu'en tant qu'utilisateur, t'as envie qu'ils réfléchissent tout le temps. Bah, tu sais pas quel niveau régler, tu sais pas quel niveau de réflexion demande ta question, en fait, tu vois. C'est comme si on demandait à Google, enfin c'est comme si Google avait demandé dans son moteur de recherche, est-ce que vous voulez une recherche très pertinente, un peu pertinente, pas vraiment pertinente. Enfin, c'est bizarre. C'est très étrange, t'as raison. Tu le demandes pas à l'utilisateur, quoi. Non, mais c'est un caractère ubuesque de ce type d'outils et de services qui est arrivé très vite et qui a besoin de se conformer à la réalité des usages. Ça va venir, mais ils héritent encore de cette arrivée précipitée, quoi. On parlait de la rédaction de contenu par IA. Justement, je faisais référence à cet article de Corben. Et en fait, c'est un article où il explique comment il relaie un algorithme qui a été publié et qui permet de distinguer si un texte a été écrit par un humain ou par une IA. C'est un algorithme qui s'appelle Random Forest, et il prétend avoir la réponse avec une précision, tiens-toi bien Cassim, de 98,3%. Ça me paraît dingue. C'est un truc qui a été présenté par des chercheurs australiens. Et donc, ça distingue un texte écrit, alors spécifiquement par un journaliste, d'un texte écrit par une IA. Ils ont comparé 150 articles de journalistes et 150 articles générés par Gemini. Alors, peut-être que Gemini n'est pas très bon non plus, mais enfin, bon, bref. Et il y a quelques caractéristiques qui sont sympas et qui ont émergé, genre la longueur des phrases. En fait, un humain a tendance à faire des longueurs de phrases plutôt variées, alors que l'IA fait des tailles de phrases plutôt constantes. Idem sur la taille des paragraphes. Idem sur alors pas idem du coup, mais le ratio des verbes, il est constant dans les deux cas pour les humains et pour les IA, mais il est sensiblement différent. Les humains ont tendance à utiliser 13% de verbes dans les mots globalement qui sont utilisés, et les IA 13%. Donc 16% pour les humains, 13% pour les IA. Il y a seulement 3%, mais c'est une signature qui est quand même mesurable, et c'est fou de se dire que le ratio de verbes dans les articles de journalistes humains est un peu standardisé à 16%. Et puis il y a la complexité grammaticale aussi. Donc bon, voilà, tu vois, il y a quand même des outils qui existent. Et si tu nous as menti, Cassim, on pourra utiliser Random Forest sur tes articles pour voir si quand même t'as pas utilisé un peu. Ah bah moi, surtout, j'ai envie de l'utiliser sur les articles de mes collègues. Oui, bien vu, bien vu. C'est clair, fais le test. Et puis vous en parlerez à la machine à café.
On va continuer avec une petite rubrique supplémentaire autour du matériel. Bon, déjà, comme on parle régulièrement de microprocesseurs dans Tech Café et du marché qui y est associé, juste pour mentionner quand même une revente de la part d'Intel, parce que voilà, on parlait de milliards avec l'achat d'Instagram, de WhatsApp, 500 milliards d'investissements pour Nvidia. Là, c'est une petite somme, c'est juste 4,5 milliards de dollars. C'est la vente d'Intel avec sa participation dans Altera. En fait, ils vendent 51% de participation dans cette boîte qu'ils avaient rachetée. Ils la revendent à un fonds, donc à Silver Lake. Le nom est marrant d'ailleurs, c'est un peu évocateur des gammes de processeurs chez Intel. Bref, donc Altera qui est valorisé désormais à 8,75 milliards de dollars. En fait, c'est la moitié du prix qu'ils ont payé Intel en 2015 pour l'acheter. Et qu'est-ce qu'ils font Altera? Pour rappel, ils font des puces FPGA. Donc schématiquement, c'est des processeurs, des circuits intégrés qui sont reconfigurables. Donc vous pouvez recréer des architectures matérielles personnalisées après leur fabrication, contrairement aux puces ASICS qui sont figées dans leur fonction. C'est des puces qui sont pas mal utilisées dans l'aide à la conduite notamment et dans les télécoms. Et quand même, hein, Altera, en fait, c'était la 2e position en part de marché derrière AMD qui avaient racheté eux de leur côté Xilinx en 2020. Donc voilà, on sent que Intel, ils sont un petit peu vers de la concentration de leurs activités. Et ce sera intéressant à voir parce que quelque chose me dit que ce ne sera pas l'unique revente qu'ils vont faire de leur. On est dans la vente à la découpe, oui. Ouais, c'est ça. À la vente, peut-être en gros, ou ouais, à la découpe s'adapter. On continue, Cassim, tu voulais mentionner quelques mots d'un sujet qui nous touche plus directement en France, à proximité de nos usages, là. C'est un peu d'ailleurs le pays d'image type de ce type d'appareil, c'est les box Internet. Je crois que, si je dis pas de bêtises, Free a été précurseur. Ils ont été les premiers à proposer une box, il me semble, à l'époque, non? Alors, peu ou prou, oui, j'ai plus en tête, mais en gros, la Freebox, c'est la première offre triple play au monde, pour être très précis. Donc, triple play, c'est l'accès à Internet, l'accès à la téléphonie et l'accès à la télé dans une même offre. Mais oui, tout à fait. Puis, d'une manière générale, pour le coup, on est le pays des box. C'est-à-dire qu'en fait, non, il y a plein de pays où Internet, c'est juste un modem que tu branches à l'entrée de chez toi et la télé, tu l'as soit par le câble, soit par la TNT, soit par le satellite. Enfin, tu l'as par un autre biais, par un autre fournisseur et tu regroupes absolument pas tout comme ça chez le même opérateur. Et puis pour le coup, on a un vrai marché à la fois concurrentiel et de déploiement à très haut débit. S'il y a bien un truc dont on peut être fier en France, technologiquement parlant, c'est quand même de notre infrastructure télécom, quoi. Dirigée notamment par une volonté de l'État. Mais et des prix, du coup, notamment sur les abonnements même fixes et mobiles, qui sont quand même assez ahurissants. Je sais, à chaque fois que j'en parle à des Canadiens, par exemple, le prix qu'on paye pour des abonnements, avec le volume de données qu'on a, que ce soit encore une fois mobile ou fixe, hein, est ahurissant. Plus près de chez nous, les Belges, les Belges nous envient notre marché des télécoms. Et donc oui, il se trouve que donc il y a toujours eu une guerre des Freebox avec les Livebox et les 9box et les SFR box, etc. Et il y a en particulier là depuis 1 an, il se joue en fait 2 choses. Il y a le renouvellement des box haut de gamme avec qui a commencé avec la Freebox Ultra. Et qui s'est enchaîné plus récemment avec la B-Box Wi-Fi 7 par exemple, et là très récemment avec le lancement de la nouvelle Livebox 7 qui est en Wi-Fi 7 également. Il y avait déjà une Livebox 7 avant, mais je pense qu'ils ont voulu garder le numéro parce que ça fait Wi-Fi 7 et donc donc tant pis, on va dire c'est cohérent. C'est la nouvelle Livebox 7 du coup. Et donc on a une guerre on va dire sur le haut de gamme, sur des tarifs qui peuvent être facilement à 40 € par mois ou ce genre de choses, où on va essayer de te proposer le débit le plus haut possible, la meilleure connexion en Wi-Fi possible, etc. Mais on a surtout une guerre, et c'est ça que je trouve encore plus intéressant, et qui n'est pas initiée par Free, et c'est ça aussi que je trouve très intéressant, qui a été initiée par Bouygues Telecom, une guerre des prix sur l'entrée de gamme, entre guillemets. Et je le mets entre guillemets parce qu'en fait, on a un entrée de gamme qui est aujourd'hui très puissant en France, très intéressant. Donc ça c'est arrivé avec l'offre pure fibre de Bouygues Telecom, qui est une offre fibre à très très haut débit. On est quand même sur jusqu'à 8 gigabits seconde en download, pour moins de 25 € par mois et sans engagement.
ce qui est très fort. Ne Là, vous étouffez pas si vous écoutez en dehors de la France. on est précisément à 24 € par mois et en fait, ce qui est fort avec cette offre-là, ce que Bouygues a mis en avant, c'est le fait qu'en fait, là, pour le coup, on va dans le sens inverse de l'offre Triple Play, on va tout débrancher. C'est une offre comme elle se nomme Pure Fibre parce que justement, c'est juste de l'Internet. Tu n'as absolument pas accès à la télé et tu n'as absolument pas accès au téléphone, par exemple. Et pourquoi? Et parce que déjà, bon, le téléphone, plus personne l'utilise, donc bon, c'est pas grave. Et deuxièmement, pour la télé, en fait, justement, on est un peu dans une sorte de contre-vague plus récente où il y a certes des gens qui adorent recevoir 200 chaînes de télé sur leur box, mais il y a surtout de plus en plus de monde qui ont une Shield, une Apple TV ou une télé connectée de base et qui ont accès à des applications comme Canal+, Molotov et compagnie et qui ont plus besoin de leur opérateur téléphonique pour accéder à la télé en direct et en plus sans mentionner toute la part de personnes qui ne regardent même plus la télé en direct et qui se contentent de TF1+, de MyCanal, de Netflix évidemment, Disney+ et compagnie. Et qui ne regardent plus la télé en direct, quoi. Ouais, il y a même des solutions assez élégantes, même du côté de Free, avec l'application Oki, là, qui permet sur une télé un tant soit peu moderne d'avoir la captation, que ce soit live et replay d'ailleurs de la télé hyper facilement, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc on a Bouygues qui a vraiment été ce déclencheur-là, et en fait depuis on a une guerre des prix qui se joue vraiment entre pour le coup tous les opérateurs. Et je voulais le souligner parce qu'en fait c'est des trucs dont peut-être on parle moins quand on a le regard justement arrivé des fois vers les États-Unis, alors que c'est un marché qui touche très concrètement les gens parce que tout le monde est abonné à Internet et qui touche aussi très concrètement le portefeuille dans un moment où tout augmente. Voilà, là je parlais de 24 € par mois pour Bouygues Telecom, mais t'as Soch qui a 20 € par mois pour 1 gigabit seconde, toujours sans engagement. Et t'as plus récemment là, donc du coup Free ils étaient bien obligés de réagir, et pour le coup c'est marrant, ils ont été un peu pris de court, on le sent. Ils ont bien été obligés de réagir et ils ont réagi avec une nouvelle offre qui s'appelle la Freebox Pop S, et qui est donc basée sur la Freebox Pop, mais sans télévision. Encore une fois, c'est vraiment pur juste Internet. Donc c'est un modem Wi-Fi 7, 5 gigabits seconde en téléchargement et à 25 € par mois, encore une fois sans engagement. Donc là, c'est un peu le moment, si vous payez plus de 30 € par mois pour Internet, il y a sans doute des questions à se poser. Et que vous n'êtes pas engagé. Ouais. Et que vous n'êtes pas engagé. Il y a sans doute des questions à vous poser, sachant que tout ce beau monde, en plus, a tendance à rembourser les frais de réalisation de l'opérateur précédent. Et petit élément d'ailleurs, j'en profite pour le mentionner parce que c'est un truc que les gens ne connaissent absolument pas. Quand on est habitué, quand on change d'opérateur mobile, à faire une portabilité du numéro pour garder son numéro. Et la portabilité du numéro, c'est un avantage, c'est que ça permet la résiliation automatique de ton opérateur précédent. Et en fait, il faut savoir que la portabilité du numéro, ça existe aussi sur le téléphone fixe. Et que souvent les gens n'y font pas appel parce qu'en fait on s'en fout de notre téléphone fixe. Enfin, moi personnellement, j'ai même plus le numéro en tête. J'ai absolument aucune idée de mon numéro de téléphone fixe. Téléphone branché dessus. Voilà. Sauf que faire demander la portabilité de ton numéro fixe quand tu fais la souscription à une nouvelle box chez un autre opérateur, ça va faire que c'est ton nouvel opérateur qui va faire les démarches de résiliation auprès de ton ancien opérateur. Et t'as pas besoin d'envoyer une lettre recommandée, t'as pas besoin de t'embêter ou quoi que ce soit. C'est ton nouvel opérateur qui va résilier pour toi. L'ancien opérateur, t'auras au bout d'un moment une box à renvoyer, mais on va t'accompagner, quoi. Donc pour les gens qui ont un peu une phobie des démarches ou de pas envie de se farcir le service client, etc., c'est une petite astuce à savoir que en fait la portabilité du numéro fixe, ça a cet avantage-là, on va dire. C'est vrai. Et puis on dit ça, mais enfin il y a aussi toute une partie de la population qui est dans des environnements où capter la voix mobile, ça marche pas si bien que ça. Je pense à des personnes même seniors qui habitent dans des endroits où c'est pas très très bien couvert par des antennes et qui ont encore besoin de l'appel fixe, quoi. Enfin ça paraît bête, mais alors ça pour le coup, pour les personnes seniors qui ont une habitude de téléphone fixe, ça existe. Mais oui, voilà, ouais. Moi j'avoue que chez moi je ne capte absolument pas le réseau mobile et je passe mes appels du coup en Wi-Fi. Maintenant aujourd'hui c'est quand même assez bien géré. C'est vrai que ça s'est bien amélioré là-dessus, t'as raison. Mais c'est pas gagné encore. Oui, ouais. Mais oui, voilà, souvent ça s'améliore. Et oui, je voulais juste rapidement mentionner du coup la Livebox 7 qui malheureusement effectivement passe au Wi-Fi 7 mais perd une bande de fréquence. Ça c'est des petites radineries d'échelle de Orange.
Le Wi-Fi 7 est conçu pour fonctionner sur 3 bandes de fréquences, dont le 6 GHz, c'est la nouvelle fréquence, et qui est une fréquence qu'on connaissait déjà avec le Wi-Fi 6E pour les gens qui avaient suivi. Et le comble, c'est que la précédente Livebox, la Livebox 7 première du nom, était Wi-Fi 6E et gérait les 3 bandes de fréquences. D'après Orange, cette économie d'échelle, c'est surtout une amélioration de la qualité du Wi-Fi, parce que en réalité, la bande de fréquence, donc 5 GHz et la bande de fréquence 6 GHz sont trop proches et trop compliquées à gérer. Et donc, il y a D'autres très le peu. font bien, non? D'autres le font très bien. Et la Livebox, en réalité, les gens ont déjà reçu la nouvelle Livebox chez eux et ont commencé à faire des tests et se rendent compte qu'ils ont un moins bon débit sur leur téléphone avec la nouvelle Livebox qu'avec l'ancienne. Bon, il se trouve que, et ça pour le coup Orange a un peu raison, mais c'est pas très future-proof, on va dire. Effectivement, il y a encore peu pour monde d'appareils sur le marché ou surtout dans les foyers des gens qui sont Wi-Fi 7 compatibles 3 bandes. C'est les derniers iPhones, c'est les derniers Pixel et compagnie, mais c'est globalement des générations d'appareils qui sont relativement récents. Donc oui, en gros, Orange va t'opposer le fait que 90% de leurs clients n'ont pas encore fait la migration. Certes, mais le problème, c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà, si ça n'évolue pas au niveau de la box, ça n'évoluera pas au niveau de l'achat des appareils, des équipements, et ainsi de suite, et ainsi de suite, quoi. Sachant que c'est dans la même conférence de presse, c'est le même Orange qui va t'expliquer que les 8 gigabits seconde, effectivement, pour l'instant, il n'y a peut-être pas d'usage, mais que c'est justement en proposant 8 gigabits seconde que les usages vont naître et que... Le raisonnement est bon, mais que sur une partie de leurs éléments, de leurs caractéristiques, quoi. Voilà, bon, c'est comme Après, ça. ça m'étonne toujours aussi, pour terminer peut-être sur ce sujet, mais ça m'étonne toujours un petit peu cette attente de la part du grand public, justement. Alors, cela dit, ça fait bien écho à ce que tu viens de dire sur la dualité côté Orange, sur la vision de l'évolution des services, mais ça m'étonne toujours quand on est un peu un utilisateur exigeant, qui attend des fréquences Wi-Fi et de la stabilité de réseau qui soit importante, avec une faible latence, et que tu attendes les services de ton opérateur et de ta box pour satisfaire ces exigences. C'est vrai que je fais partie des gens qui préfèrent avoir un système routeur perso que je choisis, et derrière, je mets virtuellement la box que je veux et ça change pas grand-chose. Mais bon, là, on pourrait rétorquer la même chose, c'est que si ça n'avance pas non plus au niveau des équipements standards, c'est toute l'inertie de la technologie qui est freinée, quoi. Ouais, je t'aurais tort, surtout qu'il y a un manque de législation en France et que justement c'est en train de bouger à l'échelle européenne, et pour le coup je crois notamment en Belgique ils sont en avance là-dessus. C'est le fait que ton opérateur ne te laisse pas le choix au moment quand tu souscris à une offre, en fait tu es obligé d'avoir leur box. T'es obligé d'avoir la box, ouais. Alors dans les faits, en bidouillant, il y a manière de Oh, bidouillant, c'est pas très compliqué, tu mets un câble Ethernet derrière ta box. Non, je parle vraiment. Ah oui, de t'affranchir de la box de l'opérateur. Moi, en l'occurrence, par exemple, je suis client Bouygues Télécom et je n'ai pas branché leur B-Box. Okay. C'est possible, mais c'est techniquement difficile, et surtout les opérateurs mettent des bâtons dans les roues. Et ce serait bien que la législation avance pour que justement ce soit optionnel et que tu puisses encore plus faire des économies, d'ailleurs, pour pas avoir leur box à eux. Parce que là, c'est ça moi que je te rétorquerais, c'est qu'en fait, oui, mais tu souscris, en fait, tu payes pour cette box-là. Elle est produite, en plus, en termes d'écologie, etc. Elle est produite, t'as envie qu'elle soit, on va dire, viable et technologiquement parlant, pour ne pas avoir à s'équiper d'un routeur alternatif, quoi. Mais donc, ça tient, bonne réponse. Bon, on va terminer d'ailleurs sur les guerres, parce que on va parler un tout petit peu de jeux vidéo après, mais on voulait aussi vous mentionner l'état d'avancement. Alors, il y a quand même pas mal de rumeurs aussi, mais sur les casques et les lunettes, parce qu'en fait, on n'en parle plus trop de ces sujets-là. Mais ça avance un tout petit peu. Il y a une conférence TED à Vancouver où il y a le responsable de la division réalité mixte et réalité augmentée de Google qui est monté sur scène avec un prototype de lunettes avec réalité augmentée. Donc l'idée, c'est de concurrencer quelque part les Meta Ray-Ban. Alors c'est fou, hein, au passage, je trouve qu'ils ont quand même bien réussi leur coup, Meta, parce que quand tu vas chez un opticien, moi qui y vais de temps en temps, tu vois, hein, qu'il y a ces Meta, alors qui traînent plus ou moins visibles pour le client, mais enfin elles sont quand même présentes chez tous les opticiens. Je ne sais pas s'ils en vendent beaucoup, mais enfin bon. Donc en tout cas, avec un écran miniature côté Google, les commandes vocales via Gemini, elles ressemblent vraiment, ça devient bluffant, à n'importe quelle paire de lunettes. Alors certes, avec un contour, une monture un peu épais. On n'est pas sur des trucs très, 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 très fins, mais enfin, ça passe très, très bien comme étant des lunettes classiques. Google serait parvenu à intégrer un écran qui viendrait proposer une expérience de réalité augmentée, et donc qui superposerait aux éléments qui entourent l'utilisateur.
Et puis, il y a la traduction, hein, puisque Shahram Azidi, il a pu s'exprimer en farsi avec une traduction en anglais en direct. Il a même pu scanner un livre. Ça laisse rêveur pour le piratage, peut-être. Et Jack c'est des Dorsey. lunettes. Ouais, effectivement, ça fera plaisir à Jack Dorsey. Et c'est des lunettes qui fonctionnent avec le téléphone dans les deux sens. Et donc, ça leur permet d'être très légères, d'accéder à toute application de votre téléphone. Je pense qu'en tout cas, moi, c'est ce qui me séduit à chaud le plus, c'est d'en faire un périphérique du téléphone. On avait presque oublié les Apple Vision Pro, mais Apple ne veut pas qu'on les oublie. Il paraît même que Tim Cook rêve de détrôner Meta en commercialisant des casques de réalité mixte qui battraient Meta sur ce terrain. Il semblerait que quand même Meta soit bien en avance là-dessus. Et donc, il y a dans les cartons, alors évidemment, c'est des rumeurs, hein, mais un Apple Vision Pro 2, on s'en doute. Moi, je pense plutôt à un Apple Vision 1 et donc pas Pro. Mais enfin bon, on verra. Le successeur du casque annoncé en 2023 qui passerait de la puce M2 à la puce M5. Il compterait alléger le produit, ce serait pas un mal, et travailler sur son confort pour permettre une utilisation plus régulière. Et puis, il y a une variante, une possibilité qui serait proposée, qui serait vraiment pensée comme étant juste accessoire au Mac, donc pas un Apple Vision qui serait mobile comme c'est le cas avec l'Apple Vision Pro, mais vraiment pensé comme un accessoire pour le Mac. Moi, je dis oui parce qu'a priori, ça a l'air d'être un des usages les plus convaincants. Donc, s'il y en a un moins cher et qui s'appuie vraiment sur le Mac et qui offre une expérience de grand écran comme ça en réalité mixte, youpi. Et donc à voir évidemment si ça pourra voir le jour à l'avenir. On sait qu'ils doivent avancer en marchant sur des œufs sur le sujet. Et dans la réalité mixte, côté Valve, il y a le casque en réalité mixte autonome, toujours sous l'angle des rumeurs, hein, mais connu sous le nom de code Descartes, qui se rapprochait à grande vitesse de sa phase commerciale. Est-ce qu'on aura ce casque qui arriverait cette année, d'ici la fin de l'année? Je ne sais pas. Valve utiliserait le même site américain de production que celui qui était dédié avant à la fabrication des stations de base Lighthouse. Peut-être, hein, d'ailleurs, au passage, pour contourner les nouveaux tarifs douaniers imposés par Trump. Bon, j'y crois pas parce qu'on n'est pas... Bon, peut-être, allez savoir. Peut-être qu'on n'est pas sur des volumes suffisamment élevés. Mais voilà, est-ce que tu penses qu'on aura un casque de réalité mixte autonome de Valve aux côtés d'un Steam Deck d'ici Noël, Cassim, au pied du sapin? Écoute, moi, c'est pas au côté du Steam Deck que je le veux au pied du sapin, c'est au côté de Half-Life 3. Voilà. Ah oui, le jeu plutôt que l'appareil, évidemment. Et non, mais qui est en rumeur pour le coup. Alors si on me dit il est en rumeur de longue date, oui, bien sûr, il est hein, de quoi? Pas Alix, hein, Half-Life 3. En tout cas, un nouveau jeu dans l'univers de Half-Life. Il se trouve que justement Half-Life Alyx déjà avait pas mal permis. Enfin, pour moi, c'est un des meilleurs jeux. C'est le meilleur jeu en VR, et puis surtout, c'est un des meilleurs jeux qui soit sorti ces dernières années. Enfin, il est bluffant de prouesse en termes de design et tout ça. Mais surtout, il y avait eu pas mal d'interviews de développeurs de Valve autour du lancement de Half-Life Alyx. Qui avaient vachement témoigné à quel point ça leur redonnait envie justement de développer des jeux, et en fait ça les avait un peu cassé un peu leur problématique, justement parce qu'en fait Half-Life 3 ils s'étaient mis une telle pression parce qu'en fait c'est assez documenté aujourd'hui à quel point pendant 10 ans ils ont essayé de faire un Half-Life 3 et à chaque fois ils n'étaient pas satisfaits, et en fait le truc a évolué au fil du temps sans jamais sortir. Et là, on sent qu'on serait enfin sur la bonne piste. En tout cas, alors, ça, il s'appellera peut-être pas Half-Life 3, il s'appellera Half-Life quelque chose. Mais il y a des rumeurs insistantes, on va dire, autour d'une annonce de jeu de la part de Valve. Et donc, si en plus, en parallèle, il y a aussi des rumeurs insistantes de la sortie de ce fameux nouveau casque de réalité virtuelle, peut-être que les deux iront de pair et que l'un sera parfait pour aller avec l'autre. Et à ce moment-là, je dois dire que je serai sans doute client. Voilà. C'est un pied de sapin qui s'annonce garni. Bon, merci. Écoute, c'est une transition toute trouvée pour arriver à la dernière partie de cet épisode pour parler un peu de jeux vidéo. Alors, je vais être honnête avec vous, hein, en préparant cet épisode à la place de Guillaume Poggiaspala. J'étais à sec sur la partie jeux vidéo. J'ai pas eu le temps, d'une part, de beaucoup jouer ces derniers temps. Évidemment, Cassim va dire que je mens parce qu'il me voit connecté sur Balatro régulièrement à des heures improbables, mais pour me vider la tête. Et donc, j'avais pas beaucoup d'éléments, mais heureusement, Cassim, tu es venu à mon secours. Déjà, un petit mot sur les cartes graphiques NVIDIA 5060. Oui, alors c'est tout frais puisque ça a été annoncé aujourd'hui au moment où on enregistre.
Bah ça y est, peut-être des cartes graphiques que les gens peuvent s'acheter. C'est ce qui c'est quand même Parce qu'elles sont dispo ou parce qu'elles sont pas chères ou les deux? alors les deux. Alors le problème c'est que ça c'est pour l'instant on en est encore au stade de la promesse puisque la sortie commerciale ne sera que demain, donc je ne peux malheureusement pas prévoir si enfin il y aura du stock. En réalité, enfin on croit comprendre que cette fois effectivement le stock sera en tout cas plus important que pour les lancements précédents. Alors est-ce qu'il sera suffisamment important pour résister à la fois aux clients et aux scalpers? On verra. Surtout, Faut oui. demander à Nintendo de gérer les précommandes pour éviter les scalpers. Surtout le prix conseillé est effectivement beaucoup plus intéressant que les cartes précédentes. On reste sur un petit investissement puisqu'on parle de 399 € pour la 5060 Ti avec 8 Go de RAM et 550 € pour la version avec 16 Go de RAM. Et la question, c'est combien de différence, pardon, 550 et 400. Donc pardon, 400 et 450. Donc Ok, il y a donc tout 50 le monde va € de prendre différence. celle à 450 et les constructeurs s'équiperont de celle à 400 pour faire baisser les prix. Ok. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, bon, après, c'est juste des GeForce RTX 5000 qui promettent de pouvoir faire tourner correctement. Alors, la 5060, elle est faite pour les écrans Full HD et la 5060 Ti, elle est faite pour les écrans QHD. Et le tout avec évidemment la dose de DLSS et de génération d'images pour faire tourner tous les jeux récents avec les détails au maximum et avec un niveau de fluidité et de performance assez agréable. Bon, ça c'est la promesse. Pour l'instant, on verra ce que donneront les tests. Et on verra aussi surtout si les prix resteront bien au prix conseillé ou si ça s'envolera comme à chaque fois. Ça c'est toujours la question. Mais en tout cas, c'est peut-être la meilleure opportunité, on va dire, de s'équiper avec une carte graphique moderne à un prix, on va dire, raisonnable, entre guillemets. Si tant est qu'on estime que 400 € pour une seule carte graphique sans le reste des composants qui forment un PC est un investissement raisonnable, mais bon bah c'est les tarifs du marché aujourd'hui. Faut bien faire avec. Il se trouve que pour le coup après, par contre, c'est tout ce qu'il y a de plus récent en termes de technologie. Ça risque de durer. Ouais. C'est vraiment l'architecture Blackwell avec tout ce qu'elle propose. Notamment les shaders compatibles avec le rendu neuronal dont évidemment là pour l'instant on n'a aucune preuve d'intégration dans un jeu vidéo puisque c'est vraiment tout nouveau. Il faudra attendre que les développeurs s'en emparent, que ça se généralise un petit peu plus en termes de hardware, peut-être dans des consoles de jeu pour en voir quelque chose un jour, mais voilà, elle est en tout cas basée sur la même technologie que les autres 5000. J'ai une question, Cassim. Est-ce qu'on n'est pas sur des cartes graphiques, certes accessibles avec des guillemets pour le grand public pour se construire un PC gamer, mais est-ce que c'est pas des cartes graphiques vraiment PC jeu et qui pour le coup ont moins de pertinence si jamais on veut faire tourner des modèles IA en local? J'ai le sentiment qu'ils sont dimensionnés avec 8-16 Go sur vraiment des performances jeu, mais je me trompe peut-être? Alors oui, elles sont beaucoup plus dimensionnées pour du jeu vidéo que pour de l'IA. Après, tu sais, on peut faire tourner de l'IA sur un MacBook. C'est vrai. Tu peux aussi en fait, ça dépend quelle IA tu veux faire tourner et c'est aussi le dimensionnement du modèle. On sait qu'il y a des modèles de toute taille. Donc ça va être ces questions-là, mais et puis sur PC aujourd'hui, alors Nvidia me jetterait les tomates, mais sur PC aujourd'hui, l'intégration concrète de l'IA générative, elle passe surtout par le NPU intégré au processeur central et par Windows Copilot+, que par la carte graphique de Nvidia, qui est pourtant très capable et beaucoup plus capable qu'un NPU pour faire des calculs d'IA. On va souvent se servir plutôt de la carte graphique pour tout ce qui va être suppression de fond, d'arrière-plan, annulation de bruit et ce genre de choses. Vraiment les modèles d'IA générative, on peut les utiliser, hein, mais je sais pas à quel point c'est si répandu que ça en fait, en gros. Ok. Mais même si Nvidia va te dire que oui, c'est génial et que évidemment que c'est l'outil de choix pour faire de l'IA. Et je pense que pour les développeurs, ça peut avoir un sens. Hein. Si vous développez, si vous travaillez avec de l'IA au sens développement, vous travaillez avec Llama, enfin vous voulez améliorer Llama, etc. J'imagine vous développez des applications d'IA qui utilisent des API genre de OpenAI et compagnie. J'imagine qu'il y a un sens, mais j'avoue que ouais, je pense que c'est avant tout pour du jeu vidéo, quoi. Ok, c'est noté. Et justement, pendant qu'on parle de jeux vidéo, deux petits sujets complémentaires. Alors, d'une part, une fuite que tu as su rattraper au vol.
Oui, alors c'est celle de Elder Scrolls Oblivion, qui va avoir le droit à une ressortie. C'est un secret de polichinelle dans l'industrie, vraiment, ça fait des mois et des années qu'on en parle et que tout le monde un peu s'y attend, on va dire, dans le milieu. Mais là, maintenant, ça ne fait plus aucun doute puisque le studio qui était supposé s'en occuper, d'après les rumeurs, qui s'appelle Virtuos, qui est aussi aux commandes du remake de Metal Gear Solid 3, a tout simplement laissé exposer sur son site web, en accédant à l'URL, plusieurs images officielles du jeu, du coup. Alors officielles entre guillemets, puisque pour l'instant il n'y a pas eu de publication et de reveal du jeu, mais on a le key art, on a même des images alors en très basse définition, mais de ce qui ressemble à la version collector qui sortira sur Xbox. Et on a surtout des premiers visuels du jeu qui montrent le avant-après et la refonte. Alors c'est très curieux parce qu'ils appellent ça Oblivion Remastered, ce qui en général Remastered signifie une retouche, on va dire, en légèreté d'un jeu, une remodernisation assez légère d'un jeu, alors que les visuels que l'on voit pour le moment du jeu, on parle plutôt d'un vrai remake, c'est-à-dire que d'une vraie upgrade graphique, d'une vraie modernisation, un jeu qui serait d'un coup tout à fait contemporain, en tout cas sur l'aspect graphique, face à ce qu'était Oblivion à l'époque, qui évidemment a quand même un peu vieilli, puisqu'on parle d'un jeu sorti sur PC et surtout sur Xbox 360 à l'époque, l'une des grandes exclusivités de la console. Et un jeu alors qui n'a pas la popularité de Skyrim, mais qui, on va dire, est dans l'ordre, on va dire, dans la trilogie Morrowind, Oblivion, Skyrim. Oblivion a quand même une bonne place. Et donc le remaster est sans doute très attendu. Et on s'attend à une annonce et une sortie un peu surprise, moins surprise du coup que ça a fuité. Un peu, ouais. Mais en tout cas, en gros, au moment où Microsoft va l'annoncer, puisque c'est Microsoft maintenant le propriétaire de Elder Scrolls via Bethesda, au moment où Microsoft va l'annoncer, la sortie sera probablement le jour même ou la semaine suivante ou le mois suivant, quoi. Mais pas beaucoup plus loin, quoi. Okay. Donc une belle surprise pour les fans de RPG. En attendant, évidemment, la sortie un jour du prochain Elder Scrolls qui avait été annoncé il y a plusieurs années. Mais je rappelle pour les gens qui peuvent être choqués du temps que met Elder Scrolls à sortir, que c'est la même équipe qui s'est occupée de Starfield, que à l'origine, s'ils ont annoncé Elder Scrolls 6, c'est juste parce qu'ils avaient justement annoncé Starfield et qu'ils voulaient rassurer les gens sur le fait qu'ils allaient continuer un jour à revenir sur la licence phare qu'est The Elder Scrolls, donc en gros la suite de Skyrim. Et qu'au moment où ils ont annoncé Starfield, ils ont aussi par ailleurs annoncé un jeu mobile sur iPhone dans l'univers de Elder Scrolls, et que à l'époque, le dernier qui avait fait ça, c'était Blizzard, et qui avait annoncé le Diablo en version mobile, et qui s'était pris un shitstorm énorme de la part de ses fans qui estimaient qu'il ne reviendrait jamais au vrai Diablo. Et donc évidemment, la raison de l'annonce très anticipée de Elder Scrolls 6, alors qu'il n'y avait pas une ligne de code qui avait été développée, c'était de rassurer les fans en disant, bah si, un jour il y aura un Elder Scrolls qui reviendra, vous inquiétez pas, on y reviendra. Et spoiler alerte, moi en tout cas ma grande théorie, c'est que ce Elder Scrolls 6 finira par arriver là dans les années à venir, et qu'il faut s'attendre à un Elder Scrolls ChatGPTisé ras la gueule. Ouais. C'est-à-dire qu'à mon avis, ça va être Microsoft. Enfin, je ne vois pas Microsoft avec ne du pas dialogue en faire généré par IA à tire-larigot. Exactement. Je ne vois pas Microsoft ne pas utiliser le prochain Skyrim en gros avec le potentiel de vente qu'il a comme l'énorme vitrine d'un RPG d'un nouveau genre dans lequel tous les dialogues que tu as avec les PNJ se feraient dans le contexte de l'univers, mais générés à la demande au moment où tu pourrais leur parler directement et ils te répondraient en répondant exactement à ce que tu voulais demander, quoi. Une épreuve du feu en dimension réelle, du coup, si je comprends bien, parce que moi j'ai une vraie conviction là-dessus qui est que en vrai, ça peut sembler beau sur le papier, mais qu'on n'en a pas forcément envie de ça dans notre consommation du jeu vidéo. Est-ce que déjà, je sais pas quelle est ta position là-dessus, et est-ce qu'on est d'accord que ce serait un test grandeur nature et qui servirait d'exemple? Il y aura peut-être un avant et un après, du coup. Pour moi, c'est totalement effectivement un gros potentiel casse-gueule, surtout avec ce qu'on sait aujourd'hui des IA génératives, de la façon dont elles fonctionnent aujourd'hui. Après, si on se projette, vu la vitesse d'amélioration des modèles, etc. Moi, je précise que je sors cette théorie entre guillemets de mon chapeau, même si les premiers investissements de OpenAI, de Microsoft dans OpenAI et dans GPT, à l'époque c'était GPT-3. Et c'était même GPT-2.
Microsoft justifiait ses investissements comme la réalisation possible dans le domaine des RPG et des jeux de rôle en jeux vidéo. Et c'était concomitant au rachat de Bethesda. Donc bon, après, je vous laisse tirer vos propres conclusions. Ça a été dans les projets, en tout cas, il y a forcément des documents PowerPoint en interne. Je pense qu'il y a eu une réflexion sur ces domaines-là d'une manière ou d'une autre. C'est sûr qu'ils ont au moins réfléchi à ça, quoi. Après, est-ce qu'ils iront jusqu'au bout? Est-ce que vraiment ça donnera ça? On verra. Je pense que Microsoft en a vraiment envie, en tout cas. Et il y a un monde où en vrai ça donne quelque chose d'intéressant, ça marche. Alors moi je suis pas forcément fan enfin je sais pas si on est encore dans le domaine artistique, enfin, ça pose plein de questions sur ce qu'est un jeu vidéo, ça pose plein de questions sur la création, etc. Mais en termes de achievement technique, de vitrine technologique et de aussi de concrétisation finalement d'un fantasme qui est peut-être celui aussi qui était la création de Elder Scrolls à la base et son incarnation en tout cas par Bethesda. Quand tu as un Bethesda qui essaye au maximum de prendre un peu en compte tous les cas de figure possibles dans ses jeux, dans les RPG, en tout cas dans les choix de dialogue, etc., justement on a peut-être une sorte de forme d'artisanat de quelque chose qui aboutira, un fantasme qui aboutira qu'avec l'IA générative. Et donc finalement ce serait peut-être pas trahir le rêve à la base de la série que de partir là-dedans finalement, même si ça va probablement rebuter un certain nombre de joueurs et peut-être moi le premier, mais je pense en tout cas je pense que moi c'est une piste qui me paraît intéressante à explorer. Après ce que ça donne, je sais pas. On la vérifiera ensemble. On a les traces maintenant de ce que tu as avancé dans Tech Café. On termine avec le petit phénomène du moment, le truc qu'il ne faut pas installer si on a peur de passer trop de temps dans un jeu vidéo, de ce que j'ai compris, c'est Blueprints. Oui, c'était vraiment pour le mentionner rapidement à quel point c'est gênant, c'est un peu l'antithèse de tout ce que je viens de dire avant. Parce que tu vois, le Elder Scroll ChatGPTisé, c'est vraiment le Elder Scroll de la méga corporation Microsoft où vraiment on est sur une roadmap, on va sortir le jeu, etc. Enfin voilà. Blueprints, c'est l'antithèse de tout ça. C'est un jeu qui sort de nulle part. Première production de son studio de développement, qui a réussi à remporter un succès critique colossal, puisque à peu près tous les journalistes que je connais en sont plus qu'amoureux, hein. On considère que c'est l'un des jeux de leur vie, que c'est un jeu qui marquera l'histoire, et qui en fait en réalité est une sorte de découverte comparable et souvent comparé d'ailleurs à Outer Wild, puisqu'en plus il participe un peu de la même mécanique alors ça s'appelle j'ai redécouvert le terme, c'est en gros les connaissances Vania, ou les Metroid, les Knowledge Metroid. En gros l'idée c'est que de ce genre de jeu, pour les gens qui ne sont pas familiers, c'est que dans un Metroidvania, tu parcours ta progression, avance avec les objets que tu débloques, et plus tu débloques d'objets, plus tu vas pouvoir reparcourir le terrain. Donc dans Metroid, dans Castlevania et compagnie, et dans Zelda et compagnie, le cas typique, c'est dans Zelda, tu vois un mur un peu ficelé, un peu fractionné. 10 heures de jeu plus tard, tu découvres les bombes. Tu reviens devant le mur, tu poses ta bombe, ça me fait toujours autant kiffer, moi. Le mur explose et tu te dis voilà, et tu te dis ok, je vais pouvoir reparcourir le monde entier et repasser par tous les moments où j'ai vu un truc comme ça pour aller exploiter tous les secrets. Donc ça c'est le jeu, c'est la base du Metroidvania, et en fait Outer Wild et Blueprints prennent ça et l'appliquent aux connaissances. C'est-à-dire qu'en fait Outer Wild, et c'est en fait des jeux que tu fais entre guillemets qu'une seule fois, tu vas au fil de temps découvrir ce que tu as de plus en plus accumulé de connaissances toi en tant que joueur, que tu vas pouvoir aussi noter dans un carnet, et c'est en fonction des connaissances que tu as que tu vas pouvoir découvrir, aller de plus en plus loin dans le jeu. Et en fait c'est des jeux qui ont en plus un système de boucle temporelle. Okay. Donc dans Outer Wild toutes les t'as une boucle de une demi-heure, je crois, si je me souviens bien. Au bout d'une demi-heure littéralement tu recommences le jeu entre guillemets à zéro, sauf que justement tu conserves tes connaissances, ce qui te permet de progresser en fait dans le jeu. Pareil pour Blueprints, en fait, donc pour arriver à ce phénomène-là, donc il y a un petit jeu indépendant qui en plus est disponible, je le dis maintenant, dans le Game Pass et dans le PlayStation Plus Extra. C'est vrai. Donc en matière de découvertabilité, il va du coup être relativement simple à découvrir.
Et donc après disponible sur toutes les plateformes, et donc un jeu dans lequel on va te mettre dans la peau d'un jeune héritier qui doit hériter d'une maison à l'architecture particulière, puisque son architecture va changer tous les jours en fonction de tes choix. À chaque fois que tu te dresses devant une porte, au moment d'ouvrir la porte, tu vas choisir la pièce qui se trouve derrière cette porte, et tu vas former petit à petit un damier de pièces. Et en fait, tu, entre guillemets, vas t'épuiser au fil de ton exploration de cette maison, ce qui va te forcer à sortir. Et tous les jours, pour toucher cet héritage, on t'explique que tu vas devoir tous les objets que tu trouves à l'intérieur de la maison, tu dois les laisser à l'intérieur de la maison. Tu ne peux pas repartir avec. Et donc, évidemment, tous les jours, tu repars avec les mains vides. Mais tu vas découvrir de plus en plus de types de pièces, tu vas de plus en plus comprendre quelle est l'histoire de cette maison et compagnie. Et je ne vais évidemment pas en dire plus. Mais Qu'est-ce qui fait que ce jeu remporte autant d'engouement? C'est quoi la recette du succès selon toi? alors, je pense que la recette du succès, c'est... Alors déjà, d'une part, bon, il se joue très bien, il est très facile d'accès, il a la particularité en plus par rapport à Outer Wild d'être lent, entre guillemets, c'est que tu peux prendre le temps de réfléchir, tu peux prendre le temps de te poser de pièce en pièce, etc. Donc tu peux aussi potentiellement être plusieurs devant la télé, par exemple, en jouant. C'est un jeu qui se joue très bien en couple. Tu peux prendre des décisions à plusieurs, etc. Il n'y a pas de réflexe, donc il n'y a pas de skill aussi nécessaire autre que ta réflexion. En fait, finalement, on retrouve des sensations de jeu de plateau et ou de escape room, quelque part. Donc déjà, il y a ce côté très accessible. Ça, c'est un premier élément du succès. N'importe qui peut y jouer et vraiment, il n'y a pas de compétences particulières. Et l'autre élément, c'est ce côté, en fait, c'est le sentiment d'intelligence que le jeu te donne. Donc Outer Worlds, je le faisais déjà très bien. Là, c'est pareil pour Blueprints. Donc en fait, plus tu vas explorer, plus tu vas te sentir intelligent, et le jeu va te le faire ressentir sans t'afficher un achievement, sans t'ouvrir un trésor, sans des choses un peu... Sans avoir un... Exactement, mais en fait tu vas le jouer dans ta tête, quoi, finalement. Et tu vas être très content de découvrir des choses, et tu vas avoir l'impression d'être le seul à avoir découvert ça, alors qu'évidemment... Et en fait, tu ne vas pas voir, c'est ça aussi qui fait l'intelligence de ce genre de jeu, c'est que tu ne vas pas voir les rails, tu ne vas pas voir que c'était très logique que le jeu te fasse découvrir ça à tel moment, mais tu vas avoir l'impression de l'avoir découvert par toi-même grâce à tes choix. Il y a une part d'aléatoire, mais il y a aussi une part, je pense, de contrôlé par le jeu. Et bon, c'est tous ces éléments-là qui vont faire le succès du jeu. Bon, et après, du coup, c'est le bouche à oreille, et c'est le fait que chacun, justement, va avoir une partie un peu différente, va avoir découvert des choses différentes, va avoir des théories différentes, qui va faire le succès de ce genre de jeu. Mais c'est vraiment un truc c'est une énorme tendance dans le jeu vidéo, et même des jeux d'un genre complètement différent comme Elden Ring s'inscrivent aussi là-dedans. Les jeux From Software, c'est des jeux aussi du coup, qui sont des jeux qui finissent par être des jeux à wiki, mais qui sont des jeux où on va pas te désigner directement la quête, l'objectif, le machin, et on va plutôt te dire, écoute, prends en note cette indication que ce PNJ t'a donnée, et peut-être que ça te resservira si tu y penses, sinon c'est pas grave. Et voilà. Donc gros succès critique, gros succès surprise, jeu indépendant, et tout le monde est dithyrambique. Moi, j'avoue que pour l'instant, j'ai que quelques heures de jeu, et moi, dans mon cas personnel, ça n'a pas encore cliqué. Outer Wild, pareil, j'avais mis beaucoup de temps à finir par l'apprécier. Donc c'est pas pour tout le monde non plus. Combien d'heures de jeu? De quoi, sur Blueprints? Combien d'heures de jeu tu as, et combien d'heures de jeu il faut consacrer? Moi, j'avoue, je ne sais pas pour combien d'heures de jeu il faut consacrer. Et moi, j'en ai que quelques... J'en ai quoi, 3 ou 4? Après, ce genre de jeu, en général, évidemment, ça dépend de la vitesse à laquelle tu explores et à laquelle tu découvres les choses. Mais on parle en général d'une vingtaine d'heures sur ce type de jeu. Outer Wilds, c'était aussi ce genre de temps. Bon, les plus malins mettront 15 heures, et les plus lents comme moi mettront 40 heures. Que voulez-vous? Mais c'est dans cet ordre de grandeur, on va dire. D'accord, ok. Bon, ça donne envie en tout cas. Ouais, c'est une vingtaine d'heures, Outer Wilds, par exemple. Ok. Anglais uniquement, si jamais vous êtes allergique. Oui, c'est vrai. En espérant qu'une traduction finisse par arriver. Mais tout à fait, anglais uniquement pour l'instant pour Blueprints. Merci infiniment, Cassim, pour avoir pu partager ces éléments, et puis surtout pour avoir accepté mon invitation à participer à cet épisode de Tech Café. Si jamais vous avez apprécié l'épisode, si jamais vous trouvez que Tech Café, ça
un sens pour vous, ça a un rôle, ça vous manquerait si ça n'était plus disponible chaque semaine dans votre app de podcast. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Si jamais vous êtes allergique aux services d'abonnement américains, bon, ne vous abonnez pas tout de suite. Faites-moi part de votre intérêt pour ce type de choses, que ce soit sur Discord ou sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui va arriver très prochainement pour vous satisfaire également à ce niveau-là. Donc évidemment, je vous rappelle les incontournables, le serveur Discord de Tech Café où vous pouvez discuter entre vous et avec nous des sujets tech, mais pas que. Et puis, bien évidemment, le site techcafé.fr où il y a les liens vers tous les articles qui ont été abordés et la possibilité de déposer des commentaires. Bien évidemment, vous pouvez aussi nous retrouver à titre individuel. Cassim, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et comme tu m'as balancé sur le bus pour la difficulté à enregistrer sur Kamit, je rappellerai que je voudrais indiquer pour le public que ce conducteur a été élaboré à peu près 1 heure avant l'enregistrement et envoyé au chroniqueur. C'est vrai que je l'ai livré tard parce que j'ai fait plein d'itérations et c'était pas top. Mais tout va bien. Mais non, mais je plaisante évidemment. C'était juste pour t'envoyer contre Uno, quoi. Non, on peut me retrouver. Alors, on peut me retrouver en premier lieu donc sur frandroid.com évidemment où j'écris des articles, mais je suis aussi en vidéo sur YouTube et sur Twitch dans l'émission Unlock. Et on peut me retrouver aussi sur Blue Sky, surtout sur si on veut échanger avec moi, il n'y a absolument aucun problème. @cassim.montilla.fr pour Blue Sky. Et de temps en temps, je suis sur Twitch aussi, mais je préviens sur Blue Sky, donc autant me suivre sur Blue Sky. Quel est ton pseudo sur Twitch ? Je sais Gaucho, qui est un jeu de mots très ingénieux de ma part, entre 2 directions d'une manette de jeu et un jeu de mots politique. Voilà, je vous laisse le déterminer. Est-ce qu'on te retrouvera jouer à Blueprints ou pas ? Oui, tout à fait. Très bien, c'est noté. Faites-vous une alerte, vous allez sur Twitch et puis vous pouvez suivre Cassim avec le lien dans les notes de l'épisode et vous aurez la notif. Merci beaucoup pour ta participation. Si vous n'avez pas écouté l'épisode supplément Lumière Obscure, vous êtes tout pardonné, mais vous êtes encore plus pardonné si vous allez immédiatement l'écouter. Il est sorti fin de semaine dernière. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.